Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission d'actualité, le bien nommé Front Page qui revient 3 fois par mois sur l'actualité du monde des comics et de leurs adaptations. On va faire un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé dans ce monde merveilleux de la bande dessinée américaine et de ses dérivés dans ce deuxième numéro consacré au mois d'avril 2023 que vous pouvez bien entendu écouter quand vous le voulez, même si actualité oblige. Forcément, si vous écoutez ça en 2035, il y a de fortes chances que beaucoup de choses soient passées à la trappe. Corentin, ouais. Au niveau sociétal aussi, d'ailleurs. Oui, peut-être qu'on sera plus là de toute façon. Oui, non, sûrement pas. Ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Cool. Alors, on va faire quelques petits topos IRL avant de commencer l'émission. Alors déjà, on vous rappelle que First Print, c'est un podcast qui vit grâce à sa communauté et on ne cessera jamais de remercier toutes les personnes qui nous soutiennent au jour le jour sur notre page Tipeee. Et par rapport à la dernière émission que nous avons enregistrée, nous faisons des remerciements spéciaux à Fabrice, mais aussi aux fans d'Eminem qui apparemment nous apprécient, puisqu'il nous a fait un très très gros cadeau. En tout cas, merci à toi. On comprend pas trop, mais au vu de notre passif, mais écoute, c'est très... Peut-être qu'il a compris que... Peut-être que c'est voilà, peut-être que c'est pour rigoler, mais en tout cas, faire une vanne affreuse, mais... l'intention, voilà, l'intention, c'est l'intention qui compte. En tout cas, merci en tout cas de continuer à nous écouter malgré tout. Et merci aux 136 personnes donc qui nous soutiennent actuellement et qui nous permettent de continuer à faire cette aventure. On vous rappelle que vous avez plein d'autres façons de nous soutenir, tout simplement en partageant le podcast sur les réseaux sociaux ou en commentant un petit peu partout. Donc voilà, c'est une façon de faire vivre First Print comme ça. Et tant qu'à remercier des gens, Arnaud. Oui. On a vu des gens ce week-end. Ah bah oui, on remercie toutes les personnes qui sont venues justement nous voir sur notre stand Comics Blog Bubble First Print Label 619 Ritzer / ce que tu veux au Paris aussi, au Paris Fan Festival 2023. Effectivement, on enregistre juste après que cette édition en 2023 se soit passée. On vous en avait beaucoup parlé dans le podcast pour tous les invités qui étaient présents et parce que on avait le plaisir d'avoir un stand et d'animer quelques conférences. Et effectivement, il y a quand même pas mal de personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont qui sont des personnes qui lisent le site et qui écoutent le podcast. Et il y a rien qui fasse plus chaud au cœur de simplement avoir vos avis, vos encouragements IRL. Ça fait vraiment du bien de savoir qu'on est effectivement écouté par des vraies personnes. Et notamment, j'ai une pensée émue pour ce jeune garçon dont je n'ai hélas pas demandé le prénom parce que je devais partir en conférence, qui devait avoir entre 10 et 12 ans et qui me demande un Big Girls. Et je lui dis, mais tu connais First Print? Et il fait, ouais, mais j'adore, j'écoute trop de ça. Et ça, c'est la relève, c'est la prochaine génération. Et ça fait vraiment trop plaisir. Tu t'es senti comme Squeezie à ce moment-là? Non, pas du tout, parce que je sais pas, je connais pas Squeezie, mais du coup, je me suis juste senti content de voir qu'on a vraiment des jeunes lecteurs très jeunes, mais qui nous écoutent déjà et qui apparemment, à qui on arrive à faire découvrir quelques BD, puisque c'est le but de ce podcast, c'est de mettre en avant principalement les auteurs. Même si on n'a pas toujours trop le temps de discuter sur ces salons-là, donc moi je tenais quand même à m'excuser à tous les gens qui m'ont juste salué et j'ai dû filer pour faire un autre truc à côté parce que on y va aussi pour bosser, nous, sur place. Donc voilà, mais on vous aime tous et toutes. Et moi, j'ai eu le temps de rester un peu plus sur le stand quand même, notamment le dimanche. Et aussi, un grand merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui ont voulu que je leur signe des Big Girls, des Billionaire Island et même des Colder. Je crois qu'en tout, j'ai dû en signer une bonne dizaine, peut-être même une quinzaine. Waouh! Ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu, c'est super touchant en tout cas de voir. La vanne, je veux une signature par Arnaud Kikou représente la moitié des ventes de Billionaire Island en France. Faut quand même non, mais alors, faut savoir pour de vrai que j'avais dit à Urban d'en avoir sur leur stand libraire. Ils en ont pris 5. Il y en a 3 qui sont partis. Idem pour pour Big Girl sur notre stand, on en avait pris 5 au cas où, il y en a quand même 3 qui sont partis. Moi, je veux dire, quand même, voilà. Engager Arnaud Kikou. C'est ça. Clairement, ça fait vendre. C'est la ruée vers l'or. Presque. Autre message par contre, un peu moins rigolo pour le Paris Fan Festival. Corentin a perdu son sac. En fait, il n'y a pas une vraie perte, c'est-à-dire que quelqu'un avait perdu son sac. Donc c'est un sac Urban, comme celui qui distribuait avec 3 comics dedans. Donc il y avait un Johnny Red dédicacé par Garcenis, un Swamp Thing Infinitum 1 dédicacé par Mike Perkins et Ram V. Le tome 2, pardon, et également un Public Domain, c'est ça? Oui, pas dédicacé, puisque Tubezarski n'était pas là. Et donc, en fait, on l'avait laissé sur le stand, enfin, Corentin l'avait laissé sur le stand, et quelqu'un qui avait apparemment perdu aussi son sac Urban l'a récupéré par erreur. Alors, j'ai déjà lancé un appel sur Twitter pour essayer de retrouver cette personne, et si jamais, et a priori, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui nous écoute ou qui nous suit. Donc, si jamais tu te reconnais, on aimerait bien que Corentin puisse récupérer ses comics dédicacés, notamment le Garcenis qui est vraiment dédicacé à son nom, ou si quelqu'un a vu, donc je crois que c'était le samedi,
Samedi, non, c'était le dimanche. Le dimanche après-midi, en début d'après-midi, notamment parce que d'autres personnes nous ont rapporté sur les réseaux sociaux que cette personne s'est peut-être rendu compte un petit peu plus tard sur le stand de Faribol où il y avait, en attendant, Matteo Santoluco, qu'on lui avait donné le mauvais sac. Donc voilà, c'est une erreur, l'erreur est humaine et il y a vraiment pas de problème. Mais si jamais quelqu'un arrive à retrouver cette personne, ou si cette personne nous écoute, ce serait vraiment cool de rentrer en contact. Tu peux me DM directement sur Twitter ou par le formulaire de contact du site pour qu'on puisse essayer mon sac, quand même. Oui, mais c'est moi qui fais le boss du stand, donc laisse-moi gérer les trucs, t'inquiète, pour que Corentin soit content. Voilà, on espère, on croise les doigts pour que ça se passe. Corentin, maintenant du côté de l'actualité comics, on démarre avec toi puisque l'auteur Don Rosa est revenu pour ce qui est a priori une dernière fois sur cette fameuse polémique qu'on avait déjà abordée sur la censure de certaines de ces histoires de la jeunesse de Picsou. Et il explique en fait dans un long post qu'il avait lui-même proposé en fait de faire des modifications ou de commenter en fait l'ouvrage pour expliquer la chose, et qu'en fait Disney a quand même fait la sourde oreille et a juste décidé que les histoires incriminées donc pour des questions de représentation du personnage de Bombi le zombie, qui ne correspond pas en fait aux valeurs de Disney, sachant que que Don Rosa avait déjà retravaillé en fait les stéréotypes de dessin de ce personnage par rapport à ceux de Karl Barks. Mais donc malgré tout ça, Disney fait la sourde oreille et en fait ne veut plus que ces histoires soient réimprimées dans les futures éditions de la jeunesse de Picsou, ce qui a un énorme problème notamment pour le chapitre 11, donc dans lequel Picsou se fait poursuivre par Bombi le zombie tout au long, puisque Don Rosa explique lui-même que c'est le grand climax en fait de son histoire, où c'est le moment, on l'avait déjà expliqué dans le podcast, c'est le moment de bascule en fait, où justement Picsou devient complètement corrompu par le pouvoir de l'argent, enfin par l'envie de l'argent, et commence à devenir quelqu'un d'horrible, ce qui va aboutir ensuite au dernier chapitre où en fait il a perdu tout contact avec sa famille. Ouais. Ouais, désolé, j'ai un peu fait le résumé du truc, mais c'était pour pas. Du coup, Disney a refusé. Allez hop, voilà. Suivante. Non, effectivement, terrible, ce qu'il faut rappeler, c'est effectivement le personnage de Bombi the Zombie n'est pas une création, un caprice personnel de Don Rosa. D'ailleurs, en fait, Don Rosa a créé en fait assez peu de choses dans ce qu'il a fait avec Picsou. Il a créé toute la jeunesse, évidemment, mais ça s'inspirait beaucoup des récits de Picsou. Et au point de vue des personnages, la majorité des figures relativement essentielles étaient déjà présentes dans l'œuvre de Karl Barks, donc qui est le créateur de Picsou et l'un des plus grands, si pas le plus grand architecte du monde de Donald Duck. Voilà, Karl Barks est considéré comme un des grands auteurs qui a posé les premiers jalons de l'univers de Donald et des canards de chez Disney. Quand Don Rosa reprend son histoire entre la fin 80, milieu 90 et début 2000, il va faire une sorte de grand hommage digéré, un petit peu comme Grant Morrison avec Batman par exemple. Voilà, c'est une sorte de grande réinvention de ce qui était déjà là. Et donc Bombi the Zombie, qui était effectivement dans l'histoire, donc on a une histoire qui était Donald Duck for Color Comics 238, qui était publié en 1949, donc à une époque où évidemment les débats sur l'égalité des blancs et des noirs n'étaient pas du tout ce qu'elle a été dans les années 90. Une époque où effectivement il n'y avait pas encore eu la marche des droits civiques, il n'y avait pas encore eu Martin Luther King, il n'y avait pas encore eu même, enfin c'est qu'on va dire, mais beaucoup de noirs à Hollywood, beaucoup de noirs dans la chanson, etc. Enfin si en l'occurrence, mais voilà, donc effectivement Karl Barks s'est pas posé ces questions-là, il a appliqué des stéréotypes racistes qui étaient aussi en présence dans les comics de super-héros, qui étaient aussi en fait la norme, la vogue de ce moment-là. Donc quand Don Rosa effectivement s'est dit qu'il allait qu'il voulait recréer le personnage de Bombi, et c'est expliqué très bien dans l'éditorial qui est disponible à la fois chez Fantagraphics et aux éditions Glénat, ouais, en France, c'est que voilà, il a dit dans le contexte de 1993, je ne pouvais pas appliquer stricto sensu le même caractéristique physique à Bombi the Zombie. Donc il a effectivement essayé à sa façon de changer les choses, mais ce qui était une modernisation dans les années 90, forcément au regard du présent peut passer encore une fois pour poussiéreux. Ce qui est dommage, c'est donc effectivement que Don Rosa, lui, comprend en fait que ça puisse poser problème, puisqu'il est déjà revenu sur le sujet à plusieurs reprises, et il a proposé, les éditeurs de Don Rosa ont proposé que soit appliqué à un encart, voilà, qui disent cette histoire contient ce personnage, voilà pourquoi il a été dessiné comme ça, voilà d'où il part, d'où il vient, et il faut le remettre dans son contexte. Le même type d'encart qui a été mis sur au début d'autres, voilà, autant en emporte le vent. Alors que déjà à l'époque, les gens, tu te rappelles que les gens avaient une partie des gens avaient hurlé quand le film avait été temporairement retiré de la plateforme juste pour que cet encart soit rajouté. Oui. Et c'est-à-dire que là, on n'y est même pas.
Et Disney de toute façon applique aussi ça avec leurs propres cartoons ou leurs propres, parce qu'il y a un historique raciste chez Disney aussi. Enfin, je veux dire, encore une fois, à une époque, la société américaine dans son ensemble était pas sensibilisée à ces problématiques-là. Et la caractéristique du pygmée qu'on a vu dans énormément d'œuvres de fiction, elle s'est répandue dans les dessins animés de chez Disney, dans les bandes dessinées, etc. Enfin, c'est quelque chose qui était très très fréquent, très commun. On peut retrouver des histoires où Superman va en Afrique, et en Afrique, c'est quoi? C'est pas des villes, c'est pas des civilisations, c'est des villages, des huttes, des mecs avec des lances et des boucliers, tu vois. Donc effectivement, quand un film ou un truc qui représente vraiment un enjeu économique pose ce problème-là, Disney est OK pour mettre effectivement un encart d'explication. Ce que explique Don Rosa, c'est que selon lui, Disney n'en a rien à foutre en fait de son département éditorial sur les comics, parce que c'est pas un enjeu monétaire, c'est pas un enjeu financier, c'est pas là que se trouve principalement la zone d'attention de Disney. Donc cette option-là a été refusée. Voilà, clairement et simplement, Disney a dit non, on ne veut pas faire ça. L'autre histoire qui est censurée, qui n'est donc pas le chapitre 11 de la jeunesse de Picsou, The Empire Builder from Calisota, qui est The Dream of a Lifetime, qui est une histoire qui est un peu hors série, qui est pas essentielle à la continuité de Don Rosa. En fait, c'est juste Picsou qui rêve. Qui se souvient de plusieurs passages de sa vie. Effectivement de différentes aventures qu'il a menées au cours de la jeunesse de Picsou. Donc c'est un petit peu une sorte de sideshow, tu vois, c'est de slideshow, pardon. T'as en fait différentes séquences et les Raptous vont essayer de cambrioler les rêves de Picsou pour obtenir la combinaison de son coffre. Donald et les Castors Junior vont aller à l'intérieur du rêve aussi, course-poursuite et tout. Donc on revoit différentes scènes, dont une avec Bombi. Et donc comme Bombi est un personnage qui pose problème, Disney a aussi décidé de censurer cette histoire-là. Et là, effectivement, Don Rosa dit c'est dommage parce que particulièrement cette histoire-là, Bombi n'est pas essentiel. On pourrait juste imaginer qu'on met une forme noire à sa place, au visage, enfin au trait non défini, une forme floue. Parce que finalement, censurer toute l'histoire pour 2 cases dans lesquelles apparaît Bombi, c'est dommage. Et Disney, encore une fois, a refusé cette option-là. Et partant de là, évidemment, sur le reste, c'est-à-dire redessiner Bombi ou laisser un artiste refaire les cases de Bombi dans The Empire Builder from Calisota, Don Rosa y est complètement opposé parce qu'on ne touche pas à ses dessins. Et même il a dit on ne veut pas m'imposer à moi, alors que justement à l'époque j'avais fait cette espèce d'effort d'ouverture, enfin même de mise à jour, de me dire que je suis raciste, ce qui s'entend tout à fait. Donc voilà, l'état actuel des choses, c'est que Disney a décidé de refuser toutes les autres alternatives. Donc telles quelles, les histoires seront censurées, les volumes en question, la trajectoire scénaristique de The Life and Times of Scrooge McDuck jusqu'au moment où il reconnecte avec Donald et avec ses neveux. Cette dramaturgie est cassée, brisée, on aura juste des aventures sympathiques où on verra un personnage évoluer, mais où il n'y aura jamais de payoff à cette évolution. Mais ce qu'ils ont on verra dit, même pas son retour à Duckburg, enfin à Donaldville. On verra même pas quand il s'engueule avec sa famille, parce que c'est la fin de The Empire Builder from Calisota. On verra même pas quand ça devient vraiment le vieux bougon quand t'as cette la dernière planche vraiment où lui découvre qu'il est enfin le canard le plus riche du monde, et en même temps il y a toute sa famille qui s'en va en disant il est seul avec son argent, enfin, et qui montre vraiment en fait la façon dont il s'est perdu, et où tu vois que Picsou est pas du tout un personnage parfait, qu'il a failli, et que justement il pourra se rattraper après avec le reste de sa famille. Encore une fois, en termes de dramaturgie, c'est très fort, quoi. Je veux dire, la famille de Picsou qui s'en va en pleurant, en découvrant. C'est ça, même lui qui leur dit quand je me suis barré de la maison à 12 ans pour vous nourrir parce qu'on était en train de crever la dalle, ça vous a pas dérangé, maintenant regardez ce que la vie a fait de moi. Tu vois, enfin c'est vraiment, pour moi c'est un chef-d'œuvre, la jeunesse de Picsou, et là c'est un chef-d'œuvre. Tu vois, on va sur la Joconde, on arrache un coin, et il manque un quart du tableau, tu vois. Il lui manque son sourire, quoi. Évidemment, les protestations des gens qui sont favorables à la censure de Bombi de Zombie, elles peuvent s'entendre, mais encore une fois, je suis pas persuadé que ce soit la bonne solution. On l'a déjà dit la dernière fois, quand c'est pas en faisant disparaître les preuves du racisme qu'on fait disparaître le racisme. La preuve, j'ai même l'impression qu'en fait, cette façon de procéder ne fait que donner du grain à moudre à des gens qui croient vraiment à la cancel culture et qui pensent qu'on ne peut plus rien dire et qui pensent qu'il faut lutter contre la méchante culture wokiste, alors qu'on a quand même d'autres problèmes en ce moment. Au hasard, le fait qu'on est en train de juste de crever en termes de société. Donc voilà, à mon avis, il y a mieux à faire. Je vous conseille sincèrement de vous procurer les volumes si c'est pas encore fait, parce que dans la mesure où Disney reste l'ayant droit unique du personnage de Picsou, évidemment, c'est Don Rosa a créé les personnages, enfin a créé quelques personnages et a créé les aventures, mais ce n'est pas le propriétaire de Picsou. Ce ne sera jamais le propriétaire de Picsou. Picsou, ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a des dessins animés avec Picsou, il y a du merchandising avec Picsou.
Jamais de la vie Disney ne lâchera l'affaire là-dessus. Et comme on n'est pas assez nombreux en tant que communauté pour faire entendre raison à Disney, en tout cas pour les faire bouger, ils peuvent très bien juste dire bah non, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça. Je crois qu'ils ont dit qu'en plus dans les prochaines éditions, en fait, il y aura juste une mention que que l'épisode en question n'est pas inclus dedans. Je crois qu'ils vont vraiment faire un truc tout pourri, quoi. Ils ont aussi interdit aux éditeurs d'expliquer pourquoi l'histoire est censurée. Ils ont juste droit de dire voilà une réédition de la jeunesse de Picsou qui a été edited for content, donc soumise à modification. Mais c'est horrible de cynisme, ce truc. Donc en termes de droit, les éditeurs ne peuvent pas informer leur lectorat de pourquoi. Ceux qui ne suivent pas les sites d'actualité, qui ne sont pas abonnés à la page de Don Rosa, ne sauront même pas que l'histoire a disparu. Alors j'ai quand même, du coup, moi ça me pose question. Donc quand nos gamins, on leur fera lire la jeunesse de Picsou et qu'il manquera ce bout-là, comment est-ce qu'ils vont eux interpréter l'histoire? Est-ce qu'ils vont croire qu'en fait c'est sympa de s'enrichir et qu'il n'y a pas du tout de contrepartie négative? Je sais pas. Honnêtement, ça me paraît un peu ubuesque comme situation. Mais ce que je voulais dire, c'est déjà rendez-vous compte qu'en tant que fan de comics, on est quand même assez nombreux aux États-Unis, en France, même en Europe. On n'arrive pas à faire entendre raison à Kevin Feige sur le fait qu'il faille payer les artistes plus de 5 000 $ par mois. Donc imaginez-vous bien que là, c'est l'échelle du dessus, parce que c'est Disney historique, c'est Walt Disney, hein, c'est Picsou. Et c'est des BD qui se vendent, oui, c'est connu, les BD de Don Rosa, mais c'est pas aussi connu que Captain America qui a droit à un film tous les 2 ans, tu vois. Donc, à mon avis, c'est vraiment un combat perdu d'avance. Encore une fois, parce que les grosses sociétés qui possèdent ces personnages peuvent faire ce qu'elles veulent. Un petit peu comme quand on fait disparaître un contenu d'une plateforme de streaming, tu vois. Où on dit, disparu. Et tu auras plus jamais accès. Et démerde-toi. Donc, voilà, pour la conservation du patrimoine, au moins, il faudrait se poser la question de que faire. Y a-t-il des alternatives? Y a-t-il des groupements d'auteurs, des syndicats d'auteurs à mettre en place? Je ne sais pas. Parce que là, c'est précisément la jeunesse de Picsou. Mais Marvel, par exemple, s'ils devaient se poser la question des comics qui incorporent des représentations racistes, il y a énormément d'autres sujets. Il y a énormément de BD qui peuvent disparaître du jour au lendemain du regard public. Encore une fois, ça pose la question de oui, mais l'art dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'on n'a pas besoin de garder une trace de ces machins-là quand même? Est-ce qu'il faut pas justement contextualiser, comprendre dans quel monde ça a été créé et écrit? Même les comics Captain America de propagande, il y a des trucs envers l'Asie qui sont horribles. Et c'était déjà, je crois, Kirby, tu vois. Mais même dans notre paysage, tu regardes, je sais pas si tu vois un peu Buck Danny, les BD d'aviateurs, tu regardes les toutes premières histoires qui se passent littéralement, donc pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, là, en termes de dépiction des personnages asiatiques. Même Spirou. Ouais, non, mais c'est ça, on a tous, enfin. En Afrique, mais c'est ça, c'est que si tu fais juste disparaître comme si ça n'avait pas existé, enfin, mais c'est quoi la leçon à retenir? Enfin, c'est ça y est, je nous entends là et on parle comme des mecs de droite, ça y est. Non, mais c'est dystopique. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que faut expliquer, en fait. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, si tu veux, mais j'ai l'impression qu'on a, enfin, à cette échelle-là de puissance économique, on se pose pas la question de la nuance, en fait. Tu vois, pour eux, en fait, c'est une tempête dans un verre d'eau. Tu vois, pour nous, c'est grave, mais pour eux, c'est bon, ça a disparu. Voilà. Et on passe au sujet suivant, tu vois. Donc moi, ça, j'avoue, encore une fois, ça me préoccupe. Et ça m'inquiète parce que j'aime beaucoup ces bandes dessinées. Je grandis avec, je suis pas devenu raciste. Donc voilà, peut-être que c'est un résumé un peu simpliste, hein, je m'en excuse, mais là, je suis un peu quand même agacé qu'il n'aime pas au moins une sorte de... Alors que là, effectivement, Don Rosa, en plus, qu'il n'a pas dit Disney, c'est les enfoirés, etc., il a juste expliqué son point de vue. On sent qu'il est quand même un peu brusqué, quoi, mais voilà, là, on censure pas un affreux fasciste, tu vois. On censure un mec qui a fait l'enfance de beaucoup de gens et qui transmet des valeurs plutôt positives, mais qui compose avec le fait que les États-Unis ont eu très longtemps un historique raciste dans la représentation. C'est comme ça, et enfin voilà. Ouais, non, c'est vraiment terrible comme situation, je trouve. Bref, du côté des bonnes nouvelles, on a beaucoup d'annonces de VF qui nous sont parvenues ces derniers jours, puisque Panini et Urban ont décidé de faire leurs annonces. Généralement, ils le font souvent au même moment, et on vous remercie pour tout le travail que ça nous donne. En fait, c'est ironique, bien sûr, on vous remercie pas parce que du coup, ça nous fait des journées beaucoup trop chargées. Mais des bonnes BD. Mais ce n'est pas grave. Voilà, il y a des bonnes BD qui arrivent. Donc, on fait le point sur les annonces principales. Pour le reste, vous pouvez vous rendre tous les jours sur comicsblog.fr ou sur les pages des éditeurs concernés si vous voulez. Nous, on apporte juste un peu plus de description et on vous dit généralement si c'est bien ou si c'est pas bien quand on a déjà lu les choses. Mais donc, pour le coup du Wonder Woman, il y en aura quelque part chez Urban cet été avec le Wonder Woman Historia de Kelly Sue DeConnick et le dernier tome de la trilogie Wonder Woman Terre 1 de Grant Morrison et Yannick Paquette. Dans les deux cas, c'est du bon.
C'est du bon. Non, le présentateur. Non, mais c'est clair. Patrick Sébastien. Alors c'est super. C'est vraiment super. Kelly-Sue, c'est incroyable. Ce que tu fais, Grant, je trouve ça incroyable. C'est terrible. Vraiment, c'est vraiment un pote. Je passais à nous-mêmes un peu, tu vois. Donc ouais, carrément. Alors, bon, Historia, c'est une mini-série en 3 numéros qui, rappelez-vous, avait été annoncée dans les premiers temps du DC Black Label. C'était même il y a tellement longtemps. La première grappe de projet quand Indio avait annoncé la création du Black Label, aux côtés d'une série Wonder Woman par Greg Rucka, je crois, sur une jeune Amazon qui n'a pas eu lieu finalement. Donc ça devait être à l'époque Kelly-Sue DeConnick, effectivement, et Javier Rodriguez, non, qu'est-ce que je raconte, Arnaud, Jorge Jiménez, non, Phil Jiménez, putain, voilà. Donc Phil Jiménez qui devait faire les 3 numéros. Finalement, ça a été longtemps décalé puisque c'est un problème qu'on avait déjà évoqué à plusieurs reprises par rapport au Black Label ou ailleurs. DC Comics annonçait trop tôt, sans tenir compte en fait des délais de fabrication mais du temps qu'il fallait à l'artiste simplement pour dessiner, quoi. Donc Jiménez a un peu fait traîner le projet et finalement, probablement quand DC en a eu un peu marre d'attendre, ils ont décidé en fait de basculer le truc en un numéro, un artiste, et en l'occurrence une artiste puisque les 2 suivantes sont Gina A et Nicolas Scott. Donc ils font chacune un numéro. Alors c'est un super projet, ça raconte effectivement comment le peuple des Amazones va croiser la route de Hippolyta, une jeune femme un peu mystérieuse qui va devenir leur reine, et la relation en fait métaphorique des femmes aux hommes dans la société grecque et en général dans les sociétés patriarcales, puisque c'est un débat que se font Zeus et Héra sur ce qui arrive aux femmes est-il juste? Selon Héra, non, évidemment. Selon Zeus, oui, évidemment. Et chacune va, on va dire, un peu prendre un champion façon Choc des Titans, tu vois, ou avec les Argonautes. Effectivement, Héra, du coup, choisit Hippolyta, et le volume se termine par l'annonce prophétique d'une Wonder Woman des temps futurs. C'est très beau, c'est très bien composé, il y a une vraie science des planches. Je crois que ça avait été sélectionné ou lauréat d'un Eisner Award pour le travail de Jiménez particulièrement. Oui. Qui effectivement a livré des planches assez magnifiques avec l'utilisation de vases grecs pour raconter des histoires, avec beaucoup d'effets de surimpression, des textures sur les couleurs. Enfin, c'était assez magnifique effectivement. Et c'est une belle origine dans l'origine. Voilà, c'est un peu le Pennyworth de Wonder Woman. À côté de ça, Wonder Woman Terre 3, c'est tout l'inverse, puisque justement c'est une histoire qui est plus crépusculaire, mais quand même très lumineuse, puisque la trilogie Wonder Woman de Terre 1 de Grant Morrison et Yannick Paquette, ça reste une lecture assez optimiste, assez enlevée du personnage. C'est pas Dead Earth, tu vois, par exemple. Donc là, on avait commencé Terre 1 par une sorte de mise à jour, de modernisation, en fait, des idées de William Moulton Marston, le créateur de Wonder Woman, qui avait à l'époque imaginé ce personnage en compagnie de ces 2 femmes comme un rôle modèle, comme on dirait en français, une figure d'inspiration pour les jeunes filles qui pourraient lire ces comics, et imaginer que ce serait plus tard leur rôle de gouverner le monde de demain, parce que Marston pensait vraiment qu'en fait les femmes qui naîtraient dans les années 40 seraient amenées à dominer la société un jour. C'était un monsieur un peu farfelu a priori, mais il avait en tout cas une vraie aspiration féministe. Il avait aussi des préférences sexuelles qui sont à la fois documentées et référencées, et qui servent aussi de petits tissus un peu ironiques dans ce que met Morrison, des pratiques, on va dire, sur Themyscira. Mais donc l'esprit positif, la quête de l'amour chez Wonder Woman, pas de l'amour d'un homme ou d'une femme, mais de l'amour universel, est vraiment au cœur de la trilogie. Et en même temps, le fait est que Morrison a très bien conscience que elle écrit dans un contexte, qui est le contexte post-MeToo, et que il est très important de rappeler effectivement l'enjeu de Wonder Woman comme première super-héroïne dans un monde qui comporte encore une fois des idéaux réfractaires sur la mise en place des convictions féministes. Donc là, c'est la bataille finale entre les hommes et les femmes. C'est Ares qui représente donc le côté belliqueux du genre masculin contre Wonder Woman qui représente le côté c'est archétypal de ouf, mais le côté doux et bienveillant de la féminité. Donc voilà, Morrison assume très bien ce propos qui est à la fois second degré et à la fois un hommage à quelqu'un qui pensait vraiment que c'était le cas. Donc on a la bataille finale et de superbes pages encore une fois, des références très évidentes aux Trumpistes ou aux Zemmouriens français, on va dire, avec tu sais voilà les mecs man cave avec les t-shirts et compagnie, tu vois. Donc c'est toujours à la fois un peu une satire, un peu un hommage,
un peu une histoire premier degré, mais très peu. Enfin, c'est vraiment, tout est allégorique et même pas vraiment allégorique. Enfin, tout est vraiment très clair. Donc c'est une très bonne lecture. Ça nous fait plaisir de voir que Morrison est encore là, un petit peu distant au point distante, mais que cette BD-là arrive finalement chez Urban. Ça avait été aussi une arlésienne, Wonder Woman Earth One. Quand il l'avait annoncé au départ, ça devait être pareil dans les premiers projets après Superman. Finalement, ça a mis assez longtemps à se faire. Une fois que Morrison et Paquette ont mis le projet en route, il n'y a pas eu vraiment de pause. Ça a été assez fluctuant. Enfin, assez régulier, mais c'est ouais. juste que ça a mis le temps à venir quand même. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est une trilogie qui a eu lieu. Tu vois, et comme le Batman Earth One de Geoff Jones, on peut considérer que c'est les derniers vestiges d'une initiative éditoriale qui n'aura pas de suite. Non, bah elle est abandonnée. Ça fait combien de temps qu'on n'a plus de Earth One maintenant mis à part justement depuis, les Batman de tome 3, enfin. Ouais, parce que je crois que la Green Lantern aussi, ils ont voulu la finir. Je me rappelle même plus si le tome 3 était sorti. Mais à part ça, il y a pas eu d'autres trilogies en fait d'amorcer entre Batman, Superman et Wonder Woman. Le Superman de Straczynski, qui est jamais arrivé. Hein. Il n'y a pas eu de tome 3 parfois. Si. Ah bon? Si, je crois. Putain, la vache, la preuve que c'est. Après, ça a démarré en 2011. Hein. C'était il y a très très longtemps et c'était à l'époque où justement Dan Didio pensait que le graphic novel, enfin que l'album direct était l'avenir du direct market, du marché direct et c'est pour ça qu'ils avaient mis pas mal d'efforts là-dedans et au final ça ne s'est pas fait parce que il avait pas forcément tort, mais il était un peu non, parce que c'était Batman, Superman et Wonder Woman. Pas mal. Je l'avais pas vu venir en plus. Ah voilà. Comment tu m'as surpris là, ouais. Il est pas forcément tort, c'est juste que c'était trop tôt et que mais même aujourd'hui, pas dans la bonne maison. En fait. Non, mais même aujourd'hui, tu vois bien que c'est pas le cas, parce qu'au final, ce qui fonctionne bien, enfin, le single issues est toujours là. Indé, le single issues bat de l'aile. Oui, mais on n'est pas sur l'indé là. C'est ce que je dis. Et quand tu vois ce que fait, pas chez cet éditeur là. Et quand tu vois ce que fait, ce qui se passe avec le Black Label, tu vois clairement qu'il y a une forme d'entre-deux qui a été trouvée, qui est assez idéale en fait par rapport à justement à ce que Earth One voulait être, je pense. Ouais. Je pense. Ouais. On sera peut-être pas d'accord. Exactement. Je te confirme. Écoute, je te propose, on pose le micro, on va se battre. Mais sinon, il y a aussi la Poison Ivy de J. Willow Wilson. Tout à fait. Putain, tu veux pas me laisser faire mes vannes aujourd'hui. Toi, clairement, tu m'as déjà fait tort, là, c'était nul. T'as pas le time. Oui, mais effectivement. Tu l'as déjà tellement éculé, frère. Mais elle est géniale. Tu sais, le nombre de gens sur le stand du PFF qui sont venus me voir, qui m'ont fait, ah, putain, franchement, la blague avec Tapator, elle est incroyable. Combien? Tu veux savoir? Combien 0. Voilà, combien? Allez. C'est ça. Allez, du coup, c'est Urban Comics, c'est un mois, un auteur ou une autrice, puisque vous l'avez déjà remarqué, nous on a la chance de pouvoir accompagner ce programme avec les interviews qu'on a déjà faites de James Tynion, Ford, Chip Zdarsky et Geoff Jones et Jeff Lemire qui arrive tout bientôt. On vous le dit, ça arrive tout bientôt. Et donc en août, ce sera J. Willow Wilson qui sera à l'honneur avec la sortie notamment de sa série Poison Ivy, dessinée par Marcio Takara, l'un des rares titres chez DC ces derniers temps qui est passé de mini-série à ongoing, qui a fait justement le chemin inverse des titres en général. Ça avait été annoncé l'an dernier dans le cadre en fait du Pride Month, puisque donc Poison Ivy est un personnage maintenant très représentatif des communautés LGBT+. Et donc, face au succès de cette série, l'autrice a vu sa série en fait prolongée d'abord de plusieurs numéros, puis en fait elle est passée en série régulière et donc ça démarrera au mois de septembre prochain avec aussi le one-shot Batman One Bad Day, puisqu'en fait ce qui est bien c'est que vu que, enfin je dis pas que le one-shot est bien, mais ce que je veux dire c'est que ces one-shots là c'est pas mal parce que généralement c'est les auteurs qui veulent mettre en avant qui en sortent un, donc ça permet d'avoir au moins 2 sorties à minima de l'autrice, sachant que Willow Wilson elle a aussi fait du Wonder Woman chez DC qui démarrait pas trop mal mais qui s'est un peu je trouve affaibli sur la longueur. C'était pas ouf quoi. Bah moi je trouvais que ça démarrait bien et que ça s'est affaibli sur la longueur. Ouais. Je le dis comme ça, donc. Elle a aussi fait Invisible Kingdom, surtout. Et voilà. Et surtout, en indé, par contre, c'est Invincible Kingdom qu'il faut souligner. 3 tomes disponibles chez iComics et également c'est, la co-créatrice de Kamala Khan, Miss Marvel. Donc ça, par contre, c'est chez Panini. Mais du coup, Poison Ivy, c'est plutôt bien, Corentin? Bah oui, c'est très bien, effectivement. C'est l'histoire de Ivy qui a été séparée du Green, l'énergie qui connecte les plantes entre elles dans l'univers d'essai. L'énergie du vivant, l'énergie de la nature, etc. Lisez Swamp Thing par Alan Moore ou par Ramvé. Et rendez-moi mon tome. Voilà. Et qui donc décide de partir un peu en road trip pour aller buter des gens qui en fait ont des pratiques polluantes. Simplement, on la rend vraiment à son rôle d'éco-terroriste affiché, mais pour ça donc elle doit se séparer de Harley. Très belle scène entre Harley et Ivy dans toute la BD.
et obtenir de nouveaux pouvoirs a priori avec une sorte de fongique. Donc voilà, c'est une BD qui essaie un petit peu de faire l'élément de liant entre toutes les incarnations de Poison Ivy, qui a été à la fois la maîtresse de Harley Quinn, enfin la copine de Harley Quinn, pourquoi je dis la maîtresse, la copine de Harley Quinn, qui a été une éco-terroriste, qui a été une super vilaine, qui a été une femme fatale, beaucoup plus hétéro d'ailleurs à l'époque. Donc voilà, c'est une sorte de grand medley pour essayer de comprendre qui est Pamela Isley, puisque ça fait quand même longtemps qu'elle a pas eu de série à elle. Et en parallèle de ça, effectivement, de la connecter avec l'idée justement qu'il y a eu des comics Swamp Thing à une époque, c'est des comics d'horreur, donc là on peut se permettre de bastonner un petit peu, on peut se permettre de parler de trucs sérieux du monde réel, comme la culture de la gave, etc. Tu vois, c'est des vrais trucs qui sont débordés dans la BD. C'est vraiment très bien, ça me fait penser un petit peu au début de Snyder sur Swamp Thing à l'époque, avant que ça parte un peu en vrille, parce qu'il y a un côté aussi très américain, c'est très enfin oui, littéralement road trip, ouais, voilà, avec les rednecks, les petits diners, etc. C'est vraiment une très bonne série, je suis assez content que ce soit passé en ongoing moi le premier. Et il y aura aussi d'ailleurs les 2 numéros bonus cet été dans le cadre de Night Terrors, avec Willow Wilson qui devient en fait voilà pareil l'une des forces vives de l'industrie, enfin, c'était déjà le cas un petit peu avant, tu me diras, de l'industrie de chez DC en particulier, comme Rosenberg qui avait été un petit peu uplifté par Joker, The Man Who Stopped Laughing, qui était pareil, un projet qui devait être court, puis finalement qui a été long. Donc non, super, franchement un très bon choix. Je sais pas si ça va te rendre très bien d'avoir ma voix pourrie sur la voix de J. Willow Wilson pour le doublage, mais c'est vrai, peut-être que je ferai appel à quelqu'un d'autre. Je me disais pour Jeff Lemire prendre un accent québécois déjà. Parce qu'il vient du... Mais il est pas québécois. On s'en fout, c'est le Canada. Mais non, on va pas faire... Le Canada. C'est parce qu'en je voulais faire de l'horreur et j'ai fait le mythe de l'Oswald. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça serait quand même pas mal si il y avait un puits sur l'île. C'est là que les démons, ils apparaîtraient. Tu comprends? Après, j'ai appelé Andrea. Si on a des éditeurs au Québec, on s'excuse tous. J'ai dit, hey, Andrea, ça te dirait de dessiner la nouvelle histoire d'horreur. Tu fais, attends, c'est pas comme Gideon Falls, ton truc, là. Non, c'est un pôle différent. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment graphique. C'est graphique normal. Quelle horreur. Pardon. On fait les Marseillais, maintenant on fait le Québec. Hein. Ah, pardon tout le monde, pardon pour ça. On ira en enfer. Tu sais qu'on ira en enfer pour ça. Là, le jugement dernier. Ma sœur est au Québec, donc j'ai le droit, j'ai un passe-droit, tu vois. Au secours. Faudrait faire une version complète, c'est une version uncut, enfin unrecorded de l'interview comme ça. Ouais, comme pour Geoff Johns. Ouais, c'est ça. Il existe un bonus que vous n'entendrez jamais. Mais c'est ça. Allez, Corentin, en septembre, c'est Tom Taylor, donc là aussi un auteur très très connu des lecteurs de DC Comics, et c'est notamment donc son 3e volume de DCeased qui arrivera, mais surtout le Dark Knights of Steel qui est son autre Elseworld où il reprend l'univers DC mais à la sauce médiévale. Avec justement cette envie de faire quelque chose de plus chevaleresque, façon un peu Game of Thrones aussi. En tout cas, c'était comme ça qu'il l'avait annoncé dans... Non, médiéval, c'est ça. Enfin, voilà. Et ça, c'est plutôt cool aussi, parce que Tom Taylor, on l'aime bien chez DC. Il livre quand même une très bonne ongoing sur Nightwing en ce moment. Très très bonne ongoing. Bon, un peu, à mon sens, on pourra en reparler d'ailleurs, j'aimerais bien, parce que j'ai vu qu'à chaque fois, tu as toujours les mecs qui mettent les planches, cette scène-là est trop belle et tout. C'est toujours très beau. Enfin, non, mais je veux dire au niveau émotionnel, tu sais, tous ces moments de dialogue où Nightwing va ouvrir son cœur à Batman, à Batgirl et tout. C'est toujours très beau, mais ça reste quand même du page turner, tu vois. Ça reste du, je veux faire plaisir aux fans, je sais très bien ce qu'il faut dire pour les émouvoir et tout. J'adore Tom Taylor, mais effectivement, moi, j'ai assez hâte de voir la série Titans pour voir s'il va retrouver pas ce qu'il a perdu, parce qu'il a rien perdu, il est toujours aussi bon Tom Taylor. C'est plus que là, je trouve qu'il faut qu'on arrête un peu avec DC, il faut qu'on arrête un peu avec les mini-séries concepts comme ça. En l'occurrence, Dark Knights of Steel, tu vois, c'est à côté de DC vs Vampire, c'est à côté de DC, effectivement. Et ce côté un peu série monde où à la fois du coup c'est sacrificiel et c'est alternatif et c'est elseworldien, etc. Il y en a eu pas mal chez DC récemment et j'avoue que ça commence personnellement un peu à me gonfler. Cela dit, ça reste une lecture très agréable, y a pas de souci. Et DCeased 3, alors je l'ai pas lu, donc je pourrais pas te dire si c'est bien ou pas bien. Arnaud, qu'en penses-tu? De quoi? Tu m'écoutais pas du tout. Je t'écoutais pas. C'est marrant parce qu'en plus, il regarde son téléphone. DCeased 3, il hoche la tête en m'entendant quand même. Non, par contre, il m'écoute pas. Non, oui, je suis désolé, j'ai été pris un petit peu. Non, DCeased 3, je l'ai pas encore lu, parce que je savais que ça arriverait tôt ou tard chez Urban, donc, c'est le genre de titre, en fait, que c'est très bien de les lire en une fois, tu vois, plutôt que d'essayer de s'embêter à vouloir le suivre, mensuellement. Après, c'est juste que c'est le one more time, c'est-à-dire qu'à la fin, la conclusion de DCeased 2 était quand même assez, optimiste, hein, puisqu'il y avait quand même une forme de, il y avait un remède qui avait été trouvé. Et là, c'est le côté, en fait, tu te rappelles que Darkseid était mort dans l'ouverture de DCeased 1, sauf qu'en fait, il est pas vraiment mort.
Ouais, c'est pour ça. Et en fait, mais t'as aussi parce que t'as Darkseid, donc un Darkseid dopé à l'équation d'antivie corrompue qui est de retour. Mais t'as aussi les New Gods de New Genesis qui sont là également. Donc c'est pour ça que t'as vraiment cette dimension One More Time, encore bigger et tout ça. Mais voilà, je t'avoue que d'ici ça reste un divertissement qui est plutôt fun, que moi je lis vraiment sans déplaisir. Mais c'est pas dans le panthéon des meilleurs trucs qu'a fait Tom Taylor. Après, c'est un bon défouloir. Tu vois, c'est comme Dark Knight of Steel, ça me fait penser au truc de Marvel qu'il avait fait où il y a plus de technologie. Ouais, Dark Ages. Donc c'était trop court. C'était sympa. Ouais, c'était trop court. Pour ce que ça avait, parce qu'il y avait des bonnes idées. Mais tu vois, c'est pareil, ce côté un peu, je trouve qu'il est meilleur en ce moment, il est meilleur en continuité, Tom Taylor, que dans les petits projets comme ça isolés. Et encore une fois, j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire avec Titans maintenant que c'est un peu la nouvelle Justice League. Parce qu'à côté de ça, quand même, Tom Taylor déçoit rarement. Mais, il s'est vraiment reposé sur ces petits projets-là, par-ci, par-là. Et le voir sur un vrai grand run qui impacte l'univers DC au global, ça peut être, parce qu'il sait vraiment manier tout un univers. Non, mais ça peut être super cool. Super cool, ouais. Je voulais faire une vanne et j'ai pas réussi. Superman notamment, que c'était son personnage préféré, ça il l'a déjà dit. Dans une interview écrite qui est disponible sur Comics Blog d'ailleurs, on avait parlé justement un petit peu de tout ça. C'est pas un sketch, ça? Il y a pas un sketch français, genre sur Canal, tu sais, Superman où il dit je suis super en retard, je suis super désolé, etc. Tu as pas vu ça? Non. C'est pas les nuls? Je crois que c'est les nuls. Peut-être, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires. Oui. On continue? On continue. Je t'apprendrai à pas m'écouter. Exactement. Garcenis, t'aimes bien, toi, je crois. Un peu. C'était bien de le rencontrer? C'était impressionnant. C'était même un peu intimidant parce que c'est pas un mec qui déborde de chaleur humaine et de voilà. D'ailleurs, quand on a commencé l'interview, c'est trop marrant parce que je sais pas, il nous parle de Karen Berger et tout. Et il fait oui, je la connais et tout. Et Arnaud et moi, avec notre humour de merde, on fait ah bon, vous la connaissez? Tu sais, ironique, etc. Il fait bah oui. Et après Arnaud, il fait ah bon, vraiment? Il fait bah oui, enfin, je sais pas. Et vraiment, il hoche la tête en mode pourtant, qu'est-ce qu'il raconte ce con? Bah oui, je connais Karen Berger. T'avais vraiment la blague qui tombe tu penses qu'il avait pas capté Ah non, non, je l'ai regardé à ce moment-là, il avait pas capté du tout. Ah ouais? Vraiment, il était en mode genre, mais ils sont cons, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'au début de l'interview, il était un peu frisquet. Finalement, après, il s'est détendu parce que je l'ai amené direct sur Two Thousand AD, en fait. Je savais très bien que ça allait le mettre à l'aise. Et mon plan machiavélique de me faire accepter en parlant de comics de nerd britannique a marché jusqu'à un certain point. C'est qu'après, je comptais revenir vers des trucs plus grand public, plus commerciaux, comme Punisher et tout. Et au final, à ce moment-là, on nous a dit fin de l'interview. Donc pour l'interview, si vous aimez Two Thousand AD, vous allez vous régaler. Par contre, si vous en avez rien à foutre, vous aurez le plaisir d'avoir l'accent de Garcenis qui est toujours merveilleux. Mais donc oui, c'était super cool de rencontrer. J'espère qu'on aura plus de temps le prochain coup. Ça devrait le faire. Normalement, on veut pas s'avancer trop, mais il y a peut-être moyen qu'on puisse retrouver Garcenis un peu plus longtemps quand même sur nos ondes. Mais en attendant, ce qui est cool, c'est que la série Hitman, qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo de Square Enix du même nom, va arriver chez Urban aussi à la rentrée. Je me demande même si la série en comics n'est pas antérieure au jeu Hitman, parce que c'est 96, il y avait déjà eu du Hitman en 96. C'est PS2, non? Je sais pas, PS1. Non, ouais, je sais plus. Okay. Ouais, je dirais que c'est PS2 le premier. Ouais. Et d'ailleurs, le mot Hitman n'a pas été inventé par IO Interactive. Si, c'est ça. Square Enix, donc, qui a racheté le studio qui fait Hitman, qui était pas IO Interactive. Bref, peu importe. Eidos? Eidos, c'était encore après, je crois. Non, je crois que t'as raison, c'est peut-être Eidos. On s'en branle. Oui, ils ont racheté Eidos, c'est ça, avec Tomb Raider, Hitman et tout. Donc oui, effectivement, le nom Hitman veut juste dire tueur à gage au départ. Hein. C'est un Hitman, voilà. Et effectivement, ça parle d'un tueur à gage qui s'appelle Tommy Monaghan. Qui est un personnage qui apparaît dans les pages de The Demon à l'époque où où Garcenis est sur les pages du Demon de Kirby, donc de Etrigan, et qui en fait correspond à un moment qui est assez tôt dans la carrière de Garcenis, puisque c'est début 90 qui commence The Demon. Et c'est une façon pour lui en fait de tricher, parce que comme on sait, Garcenis n'aime pas les super-héros. Il l'a dit à plusieurs. Et toi, tu lui as répété à plusieurs fois dans l'interview aussi. Voilà, je lui ai répété aussi qu'il n'aimait pas les super-héros. Pourquoi tu me dis ça? Tu me coupes mon flow là? Parce que c'est marrant, parce que tu l'as vraiment répété plusieurs fois, alors que oui, il le sait lui-même, tu vois. Ouais, je sais, mais j'essaie de formuler des questions avec le stress. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, voilà, pour en fait réussir à se placer chez DC Comics, un projet qui va plus lui parler à lui, mais qui reste dans un monde de super-héros, il crée le Hitman, donc il crée le Monaghan, dans le crossover Bloodlines, où en fait, voilà, une race extraterrestre attaque la Terre et c'est nul, ça. C'est nul à chier. Mais le seul truc de bien qui sort de ça, en fait, c'est Hitman. Et donc Monaghan se fait mordre par un parasite, ce qui lui confère une vision à rayon X et un pouvoir de télépathie. Donc ça reste techniquement une sorte de super-héros ou une sorte de super quelque chose,
parce qu'il va pas renoncer à sa carrière de tueur à gages. Sauf comme il a un pouvoir maintenant, il se dit, bah, je vais aller buter les super-héros, les super méchants. Voilà. Et donc, c'est une façon pour Garcia Ennis déjà de poser des premières parodies, premières satires de Batman, de différents personnages qui vont en fait apparaître dans le récit, et il va tous les dessouder. Donc, c'est vraiment en fait, et en plus, Monaghan est un personnage irlandais au départ. Donc, t'as un personnage irlandais qui est fan de flingues, et qui se sape probablement comme Garcia Ennis à l'époque, qui va dessouder des super-héros qu'il aime pas en les faisant passer pour des gros cons. Voilà, donc c'est vraiment en fait une sorte de projet très cathartique pour lui, et c'est pas du tout déconnant parce qu'en fait c'est vraiment une super série. C'est long, ça a le temps de se développer. T'as un vrai côté buddy movie avec ses potes, on va dire pas la Section 8, mais ses potes du bar de tueur à gages où il va, où il y a vraiment un côté un peu Tarantino, un peu dialogue mitraillette, référence pop culture à fond. Ils ont les mêmes débats justement que le personnage de Tarantino dans Reservoir Dogs, tu vois. T'as des scènes complètement absurdes où t'as un virus zombie qui tape dans un zoo, et du coup ils vont dans le zoo, ils tuent plein d'animaux zombies et tout. Enfin, c'est complètement débile. C'est ultra violent, c'est ultra gratos, c'est ultra marrant. T'as plein de références pareilles au cinéma de l'époque, donc à notamment Sergio Leone, puisqu'il y a un numéro western qui est incroyable. T'as des références à John Woo, enfin t'as plein de trucs comme ça. C'est super généreux, c'est super riche, c'est super drôle. C'est John McCrea au dessin, donc c'est beau. Il faut aimer, hein, c'est un style un peu toon aussi, mais c'est très beau. Et c'est vraiment en fait l'anticipation de The Boys. C'est tu vois, on disait The Pro, c'est le brouillon de The Boys. Non, c'est Hitman, le vrai brouillon de The Boys, parce que c'est sur le temps long. Et comme d'ailleurs dans The Boys où t'as Butcher et... Il y a pas un personnage qui s'appelle El Bueno ou un truc comme ça? El Bueno, oui, ça c'est dans Section 8. Dans Section 8. Oui, mais ça c'est le spin-off de Hitman, hein, bien sûr. T'en as plein, enfin, c'était vraiment des gros creeps, hein, non, parce que je me rappelle que même quand on était sur DC Planet, que c'était quelque chose que The Riddler, de notre ancien camarade, qui en parlait souvent, en fait, et qui tripait de ouf, déjà, sur Hitman. Oui, c'est un violeur qui dit bueno tout le temps. C'est ça, voilà. Il dit bueno. un sourire affreux. Et quasiment, c'est un super-héros, hein, par contre. Ah, mais quel enfer. C'est trop bizarre, bref. Qu'est-ce que je voulais dire, encore une fois? Ouais, donc c'est vraiment ce brouillon-là. Et comme tu vois dans The Boys où il y a Huey et Butcher qui viennent du Royaume-Uni, l'un d'Angleterre, l'autre d'Écosse, et qui arrivent aux États-Unis dans un monde qui est trop bizarre, aussi que des drogués, des pervers et que des célébrités, en fait, parce que les super-héros dans The Boys, c'est les célébrités qui se font des coups de pute et tout. Là, t'as vraiment la même chose, mais à l'échelle de l'univers DC, parce que c'est un canon, en plus, Hitman. T'as un crossover avec Batman et tout. Il y a le Etrigan apparaît dedans et tout. Ok. Donc, c'est super bien, vraiment, lisez-le. A priori, Urban fera ça en 3 tomes, puisque c'est un premier tome avec 20 numéros. 20 numéros, je crois. C'est énorme, ça. Mais vérifie quand même, parce que j'ai peut-être une grosse bêtise. Mais c'est ce qu'il y avait, je crois, écrit sur le descriptif. Peut-être 16 numéros, mais bref. Peu importe. La série en tout, donc, dure 61 numéros, et il y a quelques bonus, donc... Ah ouais, 20 numéros, comme dit, ouais. Ok. 576 pages. Et achetez ça, c'est très bon, mangez-en, il y a du Batman dedans, ça vous donne une excuse pour vous y mettre. Et lisez plus de Garcia Ennis. Et ce sera... c'est l'un des tout grands. Ouais, ce sera dans la collection Urban Cult, donc je pense qu'il y aura un petit son aussi sur la fab, ça fera plaisir, ça fera de la belle BD. Du côté du Urban, on va terminer, je crois, on termine avec la 4e vague des titres Urban Nomad qui a été dévoilée. Donc Urban Nomad, collection lancée le 26 août 2022, en même temps que la sortie VF de Billionaire Island. Il y en a un truc qui est resté dans les mémoires, l'autre pas. On se demande bien lequel. Et donc... Mais là, il arrête pas de le placer. Génial. C'est parce que j'ai les nerfs, c'est à cause de ça que ça se vend pas, c'est tout. Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Donc, la 4e vague de titres qui a été, donc c'est ce format de comics de poche. Vous savez, il y a plein d'éditeurs qui se lancent là-dedans. En fait, Urban Nomad s'inscrit dans une volonté des éditeurs, même de franco-belge, en fait, de rééditer de façon régulière des comics, enfin des bandes dessinées dans un plus petit format. Donc Casterman le fait, Futuropolis le fait, Dargo le fait aussi, et en fait Urban le fait juste maintenant sur une collection qui est plus sur le temps long, puisque ça revient pas chaque année. Voilà, il y a des vagues régulières, donc 3 vagues par an, ce qui fait donc que tous les 4 mois, si mes calculs sont bons, je crois. T'es très fort. Je suis vraiment trop doué, quoi. J'aurais dû faire des sciences, je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris. 4 x 3, 12. Bravo, ouais, Arnaud. c'est incroyable. On sent que t'as un doctorat. Clairement. Docteur Kikou. Rappelez le docteur Kikou. Docteur Adibou, version plus. Et donc, cette 4e vague, elle arrive aussi à la fin du mois d'août. Et,
Tu vas me dire ce que t'en penses vis-à-vis du contenu, puisque en termes de nouveautés, en termes de récit complet, on aura Punk Rock Jesus de Sean Murphy, l'un de ses premiers titres chez Vertigo, et clairement un titre qu'il a fait reconnaître en France avec le public français. On aura des grands classiques tels que Batman Année 1 de Miller et Mazzucchelli et Batman Amère Victoire de Jeff Lubb et Tim Sale. On aura aussi le premier Batman Tortue Ninja de James Tynion IV et Freddie Williams 2, ainsi que Crisis on Infinite Earths de Marv Wolfman et George Perez. Et dans les poursuites du série, on aura le deuxième tome de Blackest Night de Geoff Johns, on aura la suite des séries Fable, Transmétropolitane et Why le dernier homme de chez Vertigo, et aussi le le dernier homme ou Why the Last Man, mais Why le ouais, dernier homme, je sais pas qui c'est. Ouais, je fais ce que je veux. Et donc aussi le tome 3 de la série Justice League des New 52, donc qui est de Geoff Johns avec David Finch pour le crossover Forever Evil. Moi, j'ai été un petit peu déçu, je vais te le dire. Voilà, des choix pour les titres, pour les nouveautés, puisque enfin, je trouve que Batman Année 1 et Amère Victoire, je vois pas pourquoi ils arrivent en Urban Nomad, sachant qu'on les a déjà eu encore plus que l'année dernière. Ouais, c'est ça, que on les a eu déjà dans les autres collections petit prix, et je t'avoue que je me dis, mais ceux-là vraiment c'est enfin, j'ai pas trop compris. Et pareil pour le Batman Tortue Ninja, vu que la première fois qu'il avait été édité, tu te rappelles, c'était en Urban Kids, donc déjà dans un petit format souple à petit prix. Remarque, c'était 10 €. Donc, et déjà à l'époque, il y avait eu des critiques par rapport à la taille du format pour la qualité des planches de Freddie Williams 2. Donc là, je me dis, c'est presque contre-productif de le remettre dans un format de poche. Et bon, alors Punk Rock Jesus, Non, je suis pas d'accord. alors Punk Rock Jesus, par contre, je suis complètement pour. Je pense que c'est complètement le format pour le redécouvrir. Et toutes les séries Vertigo, ça devrait, tu vois, ça devrait être la suite logique. J'ai envie de dire. Mais j'ai pas d'informations. Sculpt, j'attends vraiment qu'ils mettent Sculpt dedans, quoi. Ah ouais, mais Sculpt en même temps, t'as envie d'avoir des grandes putains de planches, quoi. Punk Rock Jesus, en plus, il y a c'est un très manga, mais il y a un trait quand même. Enfin, c'est particulier le dessin de Sean Murphy. RM Gorin, moi je veux les détails, tu vois. Enfin, ouais, mais le truc c'est que en termes d'opportunités pour qu'un public redécouvre la série, ou qu'elle vraiment, tu vois, pour vraiment redonner ses lettres de noblesse à ces titres Vertigo qui quand même, enfin, vivent. 100 Bullets, par exemple. Ouais, aussi, par exemple. Le trait de Risso, il peut supporter une réduction de taille, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça, enfin, il y a plein en tout cas, mais clairement, c'est une collection, mais je crois que de toute façon, qui a été pensée surtout pour mettre des titres Vertigo dedans, et que les gros mastodontes d'essai sont un peu le cheval de Troie là-dessus. Mais, Crisis, c'est peut-être le même problème que Watchmen, c'est cool pour le format, mais en termes de taille, par rapport aux planches de PRS, quand même, c'est un petit peu, mais ce qu'il faut se dire, je pense, hein, c'est ma petite analyse, à moi que j'ai. La courante analyse. L'idée, en fait, c'est juste que c'est des indispensables. Et que si tu mets des indispensables à petit prix, mais il y avait tu peux convertir. Non, mais ça, c'est pas un indispensable. Non, je veux dire, les titres d'essai principaux. Tu vois, les Crisis, les Year One, les Watchmen, les machins, etc. C'est les trucs qu'on dit aux gens, je vais mettre aux comics, qu'est-ce qu'il faut que je lise? On leur conseille, en comics d'essai en particulier, on leur conseille ces machins-là. Et comme c'est à petit prix, probablement que c'est encore une fois de l'accompagnement éditorial de se dire, ces comics-là, il faut que tout le monde les ait lus parce que c'est après que tu vas aller chercher des trucs un peu plus rares, un peu plus difficiles, un peu plus machin, etc. Les comics Vertigo, eux, n'ont pas le problématique d'être des séries d'essais en canon, avec un énorme univers à digérer, à comprendre, les ramifications, multivers, machin, bidule, les origines, machin et tout. Du coup, c'est perméable d'entrée. Donc, c'est intéressant de les faire à petit prix. Et en plus, effectivement, c'est pas toujours des séries. Je veux dire, The Last Man, j'ai beaucoup de respect pour Pia Guerra, mais c'est pas une artiste qui a un trait aussi détaillé que J.H. Williams 3, tu vois. Enfin, donc tu peux supporter un plus petit format, effectivement. Pareil pour Will 3, tu vois, Frank Whiteley, c'est de la ligne quasiment claire, hein, je veux dire. Et c'est un truc qui se lit en une fois et tout. Donc à mon avis, si tu veux, effectivement, il y a le côté cheval de Troie, mais il y a aussi en fait une sorte de double canal qui est de dire, on sait que transmettre, par exemple, c'est un truc qui est universel et qui est intemporel, et même si on le relit maintenant avec The Smile par rapport à ce qui se passe en France en ce moment, on peut même se dire que c'est super actuel. Donc le faire à petit prix et avec un format qui est souple et qui est super facile à trimballer, c'est une super idée. À côté de ça, à faire Crisis, moi je trouve ça bête parce que j'aime les comics au grand format. Mais effectivement, si je veux brancher mon petit cousin ou ma nièce, ce que je n'ai pas du tout d'ailleurs dans les deux cas, aux comics, je sais que je peux lui filer un Batman Year One s'il a ou elle a 10-12 ans. Dire voilà, ça c'est Batman, c'est pas mal, tu vois, c'est un petit prix pour la mettre dans son cartable, tu vois. Ou alors à la limite justement un collègue, une collègue, c'est moins impressionnant qu'un grand volume avec
cette épaisseur-là de planche et tout, tu vois. Ouais, mais Ça fait moins geek aussi, je trouve, peut-être. Batman Year One, c'est petit déjà, quand même. Oui, mais ça fait moins geek, tu vois. On a déjà parlé de des reliures agressives du noir et blanc chez Urban, du noir et violet et tout. Là, tu vois, il y a un côté cool, c'est la couverture un peu vernie, tu sais, genre tu peux le trimballer facilement, c'est souple, tu le feuillettes comme ça, blablabla. Je pense qu'il y a une réflexion qui est liée à ça, tu vois, qui est liée au fait de Urban veut créer du lecteur, et comment tu crées du lecteur? Bah, quand les gens Google what to read at DC Comics, ils tombent sur Watchmen, ils tombent sur Year One, ils tombent sur Dark Knight Returns, ils tombent sur machin, etc. Tu vois. Donc si les gens peuvent les trouver à pas cher, peut-être qu'ils vont plus facilement se mettre après à lire des comics. C'était la Corentin analyse. Très bien, eh bien on verra si tu as raison. Monsieur Urban m'écoute et qui dit pas du tout. Il est complètement con celui-là. Tu peux me DM. Je vais recevoir un WhatsApp comme ça, mais il est complètement con ce Corentin en fait. C'est pour ça que Spaceman, ce serait pas mal de le faire. Hein. Oh là 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 là, l'enfer. Et franchement, si un jour Spaceman arrive dans la collection Urban Nomad, j'ai pas de chute, mais je ferai un truc pour marquer le coup quand Par même. contre, je suis pas d'accord avec toi. Batman Tortue Ninja, c'est exactement le genre de lecture qu'il faut pour ce petit public qui pourrait se mettre au comics. Après, moi, je le vois vraiment placé dans la vague d'août parce qu'il y a le film qui sortira au début du mois et je me suis dit que là, c'est un ajout limite dernière minute qui était pas forcément calculé avant. Mais vu qu'il y a clairement un petit phénomène de Tortue Mania possible à capter, effectivement, là, c'est pas du tout idiot de dire bon, bah, reproposons-le. C'est une trilogie qui est sympa. C'est super accessible pour les gosses. Le dessin est beau. Enfin, encore une fois, c'est pas que pour les gosses. Mais pour un lecteur occasionnel qui, pareil, voilà, serait intéressé par Batman par les Tortues Ninja, juste il voit la couverture. Il se dit waouh, ça existe ça, il le prend et ça lui coûte pas très cher. Punk Rock, oui, bah c'est toujours bien de le découvrir. Sinon, ouais, les suites, effectivement, par contre, voilà, par exemple, Amère Victoire, enfin Dark Victory, mais no way quoi, jamais de la vie je lis ça dans une taille manga. Hein. Là, par livre contre, poche, copain, là. BD poche. Non, je le veux en Urban, tu vois, le grand format, grand format. Mais ils l'ont pas fait, mais ils l'ont fait dans le Urban Limited déjà, donc de mémoire. Mais j'ai pas 80 balles à mettre dans une seule BD. T'as qu'à économiser au lieu de t'acheter des apparts là aussi. Ouais, hein. ouais, c'est bon, attends, je suis endetté sur 30 ans. Là. Monsieur le rentier. Allez, Corentin, on passe du côté de on continue dans la VF, mais du côté de Marvel, et Panini avec la collection Petit Prix de Carrefour qui est disponible maintenant, qui s'appelle Marvel Gold. Alors la ligne directrice, c'est Marvel Gold, tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, les héros ne sont pas la solution, mais le problème. Donc, l'idée, c'est de s'intéresser. C'est ça la tagline. Ouais. Bah, c'est vraiment dit comme ça. Un truc dans ce genre. Ouais. Moi, je trouve pas ça. Ouais, je sais pas. Carrefour contestataire. Écoute, si vous des icônes. Mais l'idée, c'est justement de voir en fait avec différentes formations à quel point en fait tu peux avoir des super-héros qui forcément sont sur une ligne morale plutôt grise justement. Alors que ce soit par exemple avec les Dark Avengers parce qu'en fait ce sont des super vilains qui occupent le rôle de super-héros, ou par exemple avec les Uncanny Avengers parce qu'il y a Deadpool qui est dedans et que Deadpool il s'en bat les couilles de tuer des gens si ça permet de mener à bien sa mission, ou par exemple encore avec le Squadron Suprême où là il y a forcément un gros questionnement moral sur la façon dont ces personnages-là agissent, puisque ils ont tendance à dépasser les bornes. Donc au final, c'est 10 titres qui sont proposés à 3,99. Donc là aussi, augmentation de prix par rapport à l'année dernière, puisque avec la crise du papier, blablabla, inflation, vous connaissez la routine, il y a tout qui prend 1 euro, de la même façon que les collections en semi-souple sont passées à 7 euros. Et d'ailleurs, on abandonné le format semi-rigide pour aller vers du souple complet, avec en plus une réduction de titres. Là, on a aussi une augmentation de prix, mais bon, ça restera toujours 200, je sais plus combien les albums ça font, mais c'est une dizaine de numéros, donc c'est quand même 200 pages et quelques de BD pour 4 balles. On va dire qu'au prix des comics, c'est toujours quelque chose qui est intéressant, mais après, Mais par contre, là, c'est quasiment aucun récit complet. Si ça dépend, t'as des arcs, t'en as quand même quelques-uns complets. Le dernier tome, le Extreme X-Men, c'est la série complète, puisque les deux numéros d'après en fait étaient dans le crossover Extermination qui mettait un peu la fin de certains des X-Men, c'est qui renvoyaient les X-Men du passé dans leur passé de mémoire. Donc d'ailleurs Bruce, celui-là il est bien.
parce que c'est Greg Pak et Steven Segovia qui en fait font une équipe qui rappelle beaucoup les X-Files, parce qu'en fait c'est vraiment d'avoir des X-Men qui viennent en fait de différentes réalités et qui vont en fait parcourir différents mondes parallèles pour éliminer des versions méchantes de Charles Xavier en fait, qui sont en train de foutre le bordel et qui menacent. Et pour le coup, celui-là il est vraiment super chouette. C'est pas un truc qui a été énormément mis en avant, d'ailleurs moi je connaissais pas du tout l'existence de ce, je me rappelais même pas que ça avait existé, alors que tu sais ils ont fait un relaunch des Extreme X-Men cette année par Claremont, je crois. Et donc celui-là il est vraiment cool. Pour le coup il y a vraiment une forme de récit complet. Je crois que effectivement t'as pas non plus une forme de conclusion complète parce qu'il manque les 2 derniers numéros mais qui étaient pris dans un crossover, mais t'as quand même une histoire qui est plutôt fun à suivre. Alors que juste avant tu as le X-Force où là t'as notamment la mini-série X-Force de 2004 avec Rob Liefeld. C'est horrible. C'est nul. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est vraiment nul. Et t'as aussi un passage de Cable and X-Force avec du Fabian Nicieza. Donc Rob Liefeld sur les premiers, et puis Denis Hopeless et Salvador Larroca. Autant dire qu'en termes d'artistes, on est servi. On a vraiment la crème de ce que la Maison des Idées peut offrir de pire. Donc vraiment Denis Hopeless, non, mais je mettrais pas au même niveau que Salvador Larroca et Rob Liefeld. oui, c'est sûr, mais il y a Salvador Larroca et Rob Liefeld de dessin. Donc il suffit à compter -2 chacun. Ouais, non, c'est vraiment pas ouf, quoi. Du côté des Thunderbolts, en fait, on a Thunderbolts et Dark Avengers. En fait, c'est la même série, mais qui a été renommée puisque c'était dans les événements post Secret Invasion, quand justement t'as Norman Osborn qui prend la tête des Avengers. Ouais, qui s'improvise un peu le sauveur de l'humanité. Je trouve que les deux se répondent bien. En fait, pour voir ce qu'ont été cette formation et qu'est-ce que ça a pu donner. T'as une réédition en fait des Secret Warriors, qui était une série qui avait été proposée chez Panini en fait en premier lieu. C'était dans le Bookazine. Je sais pas si tu te rappelles Marvel Heroes, c'était un gros truc en souple qu'ils avaient proposé alors que le kiosque était en train de crever. C'était l'ancêtre un peu même du Marvel Comics, parce que c'était en gros c'était quand même genre une quinzaine de numéros pour aussi 15 balles, et vraiment par contre dans du souple. Et ma foi, c'était dans les Secret Warriors qui étaient formés post Secret Empire. Mais ça, c'est considéré comme une équipe grise? En fait, c'est parce que c'est pas forcément une équipe grise, c'est parce que justement, dans le contexte Secret Empire, en fait, vu que le Captain America est corrompu par l'Hydra, en fait, c'est Quake qui monte une équipe secrète, en fait, qui est pas autorisée. Donc, forcément, ils sont aussi en problème avec les autorités et ils essayent de faire tant bien que mal des actions héroïques, mais ils y arrivent pas forcément. Après, c'est les différents titres abordent à chaque fois certaines façons dont en fait on va dire la ligne du bien peut parfois être un petit peu tarabiscotée, si tu me permets ce mot, compte triple au Scrabble, clairement. J'aurais même dit tarabusté. Et par contre, le Secret Avengers est pas mal, parce que c'est un passage où en fait avec Alex Scott notamment qui est au scénario et Michael Walsh au dessin, donc c'est plutôt joli. Et t'as quand même un double arc complet où notamment t'as Maria Hill en fait qui mène cette équipe, et à côté elle demande aussi de l'aide à MODOK, sauf que bien entendu va y avoir des traîtres dans l'équipe, donc en termes c'est assez brutal, c'est plutôt sombre là-dedans. Donc celui-là je trouve que c'est plutôt pas mal. Pareil, le Gardien de la Galaxie, il est pas dégueu, parce que c'est un arc dans lequel en fait Peter Quill essaie de s'allier à Blastar en fait pour la zone négative. Ouais, ça j'avais lu. Donc c'est un ensemble de récits. Bon, par contre, je t'avoue que les Uncanny Avengers et Uncanny Inhumans, moi ça m'est tombé des mains. Je trouve ça vraiment pas très intéressant, parce que notamment en plus Uncanny Avengers, ouais, non, mais Uncanny Inhumans, tu vois, vraiment, parce que les Inhumains, en vrai, à part ceux de Jali et enfin de Perkins et Jali, il y a pas il y a ceux de Kirby. C'était sympa, ceux de Kirby. Ouais, c'est ça. Il y a longtemps. Mais ouais, et le Black Bolt d'ailleurs j'ai dit Perkins, mais c'est Jenkins, pardon, Paul Jenkins. Mais voilà, c'est vraiment pas des personnages en fait qui ont forcément eu droit à de très très bonnes séries même sur la période où Marvel voulait plus les mettre en avant, parce qu'il y avait le projet de film et de séries télé. Qu'il faudrait mettre là-dessus. C'est Hickman qu'il faudrait mettre là-dessus. Ouais, peut-être qu'il pourrait en faire quelque chose de plus intéressant. Cela dit, dans l'approche éternel, je trouve inhumain, même Kieron Gillen, tu vois, il pourrait faire quelque chose de sympa, je pense. Ouais, bon, du coup ça ferait un peu copier-coller de ce qu'il a fait sur Eternal, parce que déjà les Eternals sont plus ou moins un copier-coller des Inhumains. Ils viennent un petit peu et des New Gods. Voilà, ils ont un peu des racines communes, quoi. Mais donc voilà, c'est un peu les titres. Moi personnellement, je vous recommande vraiment le diptyque Dark Avengers, les Thunderbolts, le Secret Avengers de Alex Scott, et oui, le Squadron Suprême, il est cool aussi, hein.
parce que c'est un moment où en fait pareil, c'est aussi une version de réalité différente qui s'assemble, et ils ont tous comme point commun d'en vouloir à Namor, et donc décident de le buter tout simplement. Et après, bah forcément, ça entraîne plein de problèmes puisque t'as les autres Avengers et tout, enfin tout le monde qui leur dit mais ce que vous venez de faire c'est pas possible et tout, tu peux pas. T'en as Namor 616? Alors je sais plus si c'est c'est je sais plus, alors Namor n'existe pas sur la Terre Squadron Suprême. ouais, mais oui, mais ils viennent de différentes réalités, ils sont assemblés sur une réalité. C'est une série de 2016, donc c'est post Secret Wars. D'accord, ok. Et J'ai pas lu, excusez-moi, ouais, non, mais elle paraît je suis pas très utile parce que j'ai effectivement très peu conscience de ces récits. Ben c'est James Robinson qui est au scénario, et t'as Leonard Kirk et Emilio Laizo au dessin. Et ouais, mais c'est pareil, c'est une série dont tu te rappelles pas beaucoup en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien juste le fait que dans cette collection, c'est des récits dont t'as plus trop la conscience que ça existait, et t'as quelques-uns qui sont vraiment sympas. Et celui-là, je trouve, bah notamment si t'aimes la série Squadron Supreme, la vraie, celle qui a été rééditée en Marvel Deluxe maintenant il y a 2 ans, ouais, de Mark Grenville, merci. Je trouve que c'est pas mal, puisque t'as vraiment aussi ce rapport toujours c'est quand même une version de la Justice League, mais qui a tendance à péter un câble assez facilement dans l'univers Marvel. Et pour le coup, ouais, il y a quand même cette arc avec Namor qui est assez brutal. Et donc ça là je le recommande, et aussi le Extreme X-Men qui est plutôt fun. Voilà, donc une bonne moitié des trucs, mais en même temps au prix que c'est, on imagine que si vous voulez tous les prendre, ça coûtera pas grand chose. Toi, il y a des choses qui t'intéressent un petit peu là-dedans? Bah, moi j'ai surtout lu les Avengers, enfin les Dark Avengers comme ils disent, et les Gardiens. Pour le reste, franchement ça m'évoque rien, je t'avoue. Donc juste vérifier un petit peu. Moi, si tu dis qu'Extreme X-Men c'est bien, je pourrais regarder. Après, comme d'hab, si j'avais lu aussi Secret Warriors, pour moi c'est tout à fait passable. Oui, Secret Warriors c'est anecdotique. Pas grand chose à en tirer. Non, c'est pas une collection qui me vend du rêve là pour le coup. Donc fiez-vous au conseil d'Arnaud. C'est bien. Pour une fois. Pour une fois. Bah après c'est parce que j'ai dû tout lire, donc j'ai fait le rédactionnel là-dessus, donc c'est pour ça que je peux vous dire ce que j'ai trouvé bien et ce que j'ai trouvé pas bien. En tout cas, c'est disponible à présent dans les magasins Carrefour, et je crois que parfois des libraires arrivent aussi à en obtenir, mais voilà, c'est une opération limitée pour les enseignes de supermarchés, parce que c'est comme ça que ça fonctionne depuis maintenant quelques années. Et donc on en a fini pour la VF, on va pouvoir passer à la VO. Corentin, grande nouvelle, Mike Mignola est de retour au dessin sur une série en creator owned qui n'est pas du Hellboy. Oui, et ça va être assez rapide parce qu'on ne sait pas ce que c'est du tout. Il n'a pas livré de synopsis, même en fouillant un peu ses tweets, j'ai pas trouvé de genre j'ai envie de faire ça en ce moment, etc. Donc voilà, il va effectivement créer un nouveau projet. Il explique que ce sera un projet qui sera important, voilà, qui aura une grande amplitude. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement Mike Mignola ne dessine plus vraiment, à part pour la saga Hellboy depuis bien 10-15 ans. Il fait des couvertures. Il a toujours fait des couvertures, effectivement. Le dernier projet qu'il avait fait en intérieur, c'était Sir Edward Grey Acheron, qui était une sorte de préquel à Hellboy in Hell, voilà, qui était bien, hein, mais il est vraiment de plus en plus minimaliste avec le temps. Beaucoup plus que justement si vous commencez Hellboy maintenant et que vous voyez le trait qu'il avait à l'époque des premiers volumes, ce qu'il a maintenant, c'est vraiment une sorte de suite et de fin presque très logique à l'évolution de son trait vers le minimalisme. Et aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'il a moins envie de faire des efforts, tu vois, pour les détails et tout. Peut-être que ça lui va très bien, justement, d'être à fond dans cette recherche de l'efficacité et de la simplicité. Il faudra voir ce que donnera ce nouveau projet, s'il compte changer de braquet ou pas. Ce qui est sûr, c'est que Mike Mignola ne fait jamais rien qui n'ait pas au moins 40 spin-offs potentiels. Ça, c'est son truc à lui. Là, on vous parle régulièrement dans ces podcasts de Hellboy. À chaque fois, on vous dit la saga d'Hellboy, elle est finie. Chronologiquement, c'est terminé. Il y a une chute, il y a un point. Et bah après, il y a encore 3 petits points derrière, sinon c'est pas drôle. Mais pourtant, il continue à en rajouter, que ce soit pour raconter une histoire où Hellboy a été voir un vampire tchécoslovaque pour jouer aux échecs, que ce soit pour raconter comment l'Angleterre victorienne avait des liens avec l'égyptologie pharaonique et tout. Il y a toujours un truc à combler. Et même quand il avait fait à côté de ça la série Joe Golem, qui était au départ une série de romans avec Christopher Golden, son partenaire du crime, il avait après développé un univers qui était le Rutherverse avec Baltimore et avec d'autres volumes de Joe Golem et tout. Donc il y a toujours un côté Mike Mignola ne voit pas les histoires seulement comme un truc avec un début, un milieu et une fin. C'est très très rare qu'il ait fait ça dans sa carrière. Et là, la possibilité effectivement que lui-même qualifie ça de truc gros, ça signifie que ça va être a priori sa mission pour les prochaines années. Et de fait, depuis bien 10 ans maintenant, Mignola n'a fait que former des remplaçants pour le prendre sa suite, en fait. Je me rappelle plus comment s'appelait celui qui vraiment avait un trait qui était
copier-coller de lui sur Frankenstein Undone, je crois. Bref. Mais donc voilà, il y a des gens qui ont grandi avec Hellboy, qui se sont inspirés du trait de Mignola. On en parle assez régulièrement aussi. Même le truc en VF là qui était arrivé chez Comics Initiative avec les mecs là pendant la Première Guerre mondiale qui découvrent des expériences commises par l'armée allemande. Tu te souviens pas de ça? Voilà. Merci. Ou Leandro Fernandez, si tu préfères, dans ce cas-là. Enfin, toute l'école un peu Mignola, ou le mec qui dessinait le premier arc de Time Before Time. Et là, pareil, mais décidément, aujourd'hui, hein, le cerveau ne veut pas. Parce que j'ai pas eu de week-end depuis 3 semaines. Donc, voilà, il y a beaucoup d'artistes qui lui ressemblent. Effectivement, Mignola lui-même a trouvé un peu des équivalents à ce que lui pouvait proposer. Au niveau écriture, bah, c'est pareil. Quelque part, Chris Golden le seconde de plus en plus souvent. Il y a d'autres scénaristes, il y en a un autre qui... Christopher Mitten, effectivement, qui vient de plus en plus régulièrement aussi. Donc on pourrait imaginer qu'à terme, Mignola, qui a dit ce qu'il avait à dire avec l'univers de Hellboy, parce qu'à part combler des manques, ça commence à être bon, quoi. On a un tour assez complet. Il a quand même 62 ans, je crois. Il doit lui rester bien 15 ans dans la main avant de commencer vraiment à plus pouvoir dessiner du tout. Donc on peut très bien imaginer que d'ici les prochaines années, voire la prochaine décennie, il fasse autre chose. Peut-être un truc plus personnel, peut-être un truc où il aurait les coudées franches dès le début, parce que Hellboy, quand il commence, il sait pas exactement où est-ce qu'il veut aller. Ou un truc où il se réinventerait comme, tu sais, comme Bill Watterson, qui fait un truc qui a plus rien à voir avec son dessin de Calvin Hobbes. Peut-être. Bon, ça m'étonnerait quand même, parce que il a toujours été assez cohérent avec ses obsessions, tu vois. C'est Bram Stoker, c'est Neil Gaiman, c'est un peu comme Del Toro, tu vois. C'est un mec, il a une façon de faire. Il a un univers, ouais. Voilà, il s'y tient depuis le début. Là, tu vois, le fait de faire Pinocchio avec Lemony Snicket, c'est tout à fait logique. Tu te dis, oui, effectivement, Pinocchio, Mignola, je vois la correspondance. Donc, à voir. Moi, je suis toujours intéressé par ce que fait ce mec. Et pour moi, actuellement, là, pareil, comme disait Paul de Garcenis, c'est l'un des plus grands scénaristes de fait de son parcours, etc. Bah, Mike Mignola, c'est pareil, c'est une pierre angulaire du monde des comics. Quand tu penses comics, tu penses Jim Lee, tu penses Mike Mignola. Voilà, c'est un petit peu le spectre de la diversité en BD américaine. Donc ouais, grave chaud. On attendra d'avoir plus de nouvelles. Et a priori, enfin à moins vraiment d'une faille sismique, ce sera chez Dark Horse. Parce que Mike Mignola est chez Dark Horse, ouais. Non, il est Dark Horse. Le jour où il part chez Dark Horse meurt. Eh ben, c'est une grande supposition quand même, toujours, mais peut-être qu'il a aussi envie par rapport à cette formation de remplaçant de faire un peu comme ce que nous disait Todd McFarlane en interview, tu vois, que sa création lui survive, que son univers lui survive, puisque voilà, il a envie que ces personnages-là soient en fait supérieurs en fait au seul nom du créateur. Mais oui, mais là oui, bah, c'est probablement ce qui va arriver, mais qui serait l'ayant droit dans ce cas-là, parce que c'est Mike Mignola qui possède Hellboy. Ouais. Mais il a des gosses, non? Oui, il a des gosses, je suis con. Oui, après histoires en plus. Tu peux voir, après il peut déléguer, il peut autoriser l'éditeur, enfin la maison d'édition à confier en fait à certains artistes ou certains auteurs le fait de pouvoir poursuivre ses aventures. Mais pour l'instant, on va surtout lui souhaiter encore une longue vie et surtout de pouvoir faire ses prochains travaux qu'on suivra avec attention. Exactement. Du côté du T'as tout dit, frère. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Du côté du mainstream. Du mainstream. C'était le début de ta phrase. Uncanny Spider-Man qui est annoncé avec Cy Spurrier et Lee Garbett. Alors c'est une équipe créative qu'on aime plutôt bien, je dirais. Cy Spurrier c'est un bon auteur, Lee Garbett c'est un bon artiste. Mais alors Uncanny Spider-Man. Bonne équipe. Le projet effectivement est assez étrange parce que c'est annoncé comme un tie-in à Fall of X, enfin pas un tie-in, une série qui gravite autour de Fall of X. De Fall of X. Mais en vérité ça a pas l'air d'avoir grand chose à voir parce que c'est donc l'histoire. Alors je suis désolé, je vais devoir vous spoiler, mais c'est littéralement le pitch de la série. Kurt Wagner, donc Nightcrawler, Diablo, qui quitte Krakoa pour aller à New York, se faire un costume arachnéen de Spider-Man et décide de devenir l'un des Spider-Man de New York. Voilà, c'est curieux. Maintenant, si vous avez lu effectivement, si vous avez lu toute la saga de Krakoa, vous voyez qu'effectivement Diablo était toujours un peu plus méfiant que ses collègues vis-à-vis de la civilisation mutante. Puis Spurrier avait déjà écrit le personnage dans les précédents titres où il remettait notamment en question la foi de Kurt, notamment et justement par rapport à ses propres convictions et ses croyances. Par rapport à ce qui se passe sur Krakoa, est-ce que c'était vraiment en adéquation, si tu veux, avec ses principes moraux? Exactement. Et là, récemment, donc il y avait la série Nightcrawlers de Spurrier aussi, dans le cadre de Sins of Sinisters, où Mr. Sinister s'amusait à créer des clones de Diablo avec différents Nightcrawlers. Moi, je dis Diablo, mais voilà, il faut dire Nightcrawler. Nightcrawler avec différents autres mutants. Donc, il y avait finalement le Kurt Vereen, je crois que c'était. Ouais.
Voilà. C'est peut-être pas les meilleures idées qu'on a. Non, certainement pas. Mais bon, après, on peut imaginer que du coup, Spurrier s'est peut-être dit un petit peu comme pour Miles Morales What If, mais ce serait marrant si on pouvait aussi le mélanger avec Spider-Man. Et du coup, bah voilà, effectivement, Kurt en a marre de Krakoa, il a beaucoup souffert et donc il a décidé de prendre un peu de distance, de quitter l'île. Et alors pourquoi de devenir Spider-Man? Peut-être parce que ça se vendra de mettre Spider-Man sur la couverture. Oui. Voilà. Après, il est acrobatique, il est aérien, c'est un combattant dont la morphologie évoque celle de Spider-Man, à ceci près qu'il a une queue et 2 oreilles pointues. Ça peut être cool, un Spider-Man qui se téléporte. Du coup. Ça peut être très cool. Par contre, ça n'a rien à voir avec Spider-Man. Spider-Man, c'est un homme araignée, il lance des toiles, tu vois. C'est le principe de Spider-Man. Ça peut être cool aussi, un Spider-Man qui crache du feu avec les yeux, tu vois. Enfin, ça peut être très cool, mais ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, Spider-Man, il est mordu par une araignée. Je te rappelle qu'on est quand même chez un éditeur qui a fait les Infinity Warps, donc j'ai envie de dire. Ouais. En vrai, c'est pas l'idée la plus con qu'ils aient eu ces dernières années. Hein. Night Panther, ils avaient fait, ou Moon Knight. Ouais, Panther, non, mais ils ont fait. Tu sais que dans le run de Jason Aaron sur la fin là avec Avengers Assemble, ils ont fait un Star Panther qui est un Black Panther Superman en fait dans le multivers. Donc putain, mais les mélanges de super-héros, c'est toujours l'idée de merde par excellence, quoi. Tu dis waouh, c'est trop cool. Et puis tu lis, tu dis ah non, en fait ça a aucun sens. ça a pas grand sens. Wolverine Batman dans Amalgam Dark Law là. Sur le papier, tu vois le truc, tu dis waouh, design et tout, et puis tu ouvres le numéro, tu fais ah non, c'est de la merde. Bref, donc après voilà, ça sera sûrement pas de la merde parce que c'est Zack Spurrier et Lee Garbett, et qu'effectivement il y a une logique, il y a un suivi, que c'est que 4 ou 5 numéros par là. Ouais. D'ailleurs, la plupart en fait des tie-in, que ce soit Alpha Flight, Children of the Vault et tout, c'est en fait quasiment que des mini-séries. Ils relancent pas en fait d'ongoing. Enfin, de séries. Bah non, parce que Fall of X, avec sa conclusion, devrait forcément amener quelque chose de nouveau. Et je crois qu'on a fait un pari kebab sur la fait que ça se poursuivait ou pas la ligne X-Men après ça. Mais je sais plus qui avait parié quoi, du coup. Moi, j'ai parié que ça s'arrêtait pas. Ouais, moi, j'ai parié que ça s'arrêtait. Et du coup, bah là, effectivement, le fait d'avoir que des mini-séries à l'horizon. D'ailleurs, il y a des designs du Hellfire Galaxy sont tombés, faut qu'on les fasse. Oui, faut qu'on les fasse. Ils sont mortels. Désolé, ça vient de me revenir. Mais donc, oui, le fait que c'est que des mini-séries, c'est-à-dire que la ligne X-Men, du coup, va pas durer très longtemps et que soit une nouvelle période que serait un Realm of X ou un Following of X ou un Rise of X ou un Reborn of X quelque part. Ex-Reborn, voilà, par kebab. Mais que du coup, la Fall of X, effectivement, est bien un crépuscule de quelque chose. Peut-être pas Krakoa, mais on verra bien. X-Rising. Ça y est, la machine est en marche. Mais donc, ouais, en tout cas, c'est peut-être, moi, le seul tie-in qui m'intéresse. Parce que Children of the Vault, voilà, c'est Cable et Bishop qui vont booter les Children of the Vault, enfin c'est cette race particulière qui n'est pas l'Homo sapiens, qui n'est pas l'Homo supérieur, voilà, on n'a rien à foutre. Alpha Flight, c'est les membres d'Alpha Flight qui se tapent sur la gueule entre ceux qui sont mutants et ceux qui sont pas mutants, et ils reviennent au Canada, super, ok, voilà, bravo les Canadiens, bravo. Bon, allez, on va revenir au Canada. Congratulations. Je pense qu'on n'est pas très content, on va se taper sur la tête. Et l'autre tie-in l'autre machin qui avait été annoncé, je sais plus. En tout cas, pour l'instant, on l'avait déjà annoncé. Pour l'instant, c'est pas non plus, tu vois, pas mirobolant. C'est pas la foire à la saucisse. C'est pas la foire à la saucisse, non. T'es allé quelque part avec ça? Non, nulle part du tout. Mais peut-être comme Marvel. Je disais Alsace aussi. Peut-être comme Marvel avec Fall of X, on ne sait pas où ils vont aller avec ça. Mais ce sera à découvrir cet été, et on termine le mainstream avec DC qui cet été a l'intention de nous faire un Convergence bis avec donc l'event Night Terrors qui vient de dévoiler vraiment tous ses détails de publication. Oui, tous. et c'est vraiment donc du Convergence bis, puisqu'on aura donc cette série principale Night Terrors avec toute une flopée de mini-série en 2 numéros avec une moitié consacrée à des personnages de gentils et d'autres des personnages de méchants, et il y aura les numéros 1 en juillet et les numéros 2 en août, et ça ne va servir à rien, enfin ça a l'air et avec 5 couvertures variantes par numéro minimum aussi, et surtout aucune des mini-séries tie-in n'a le moindre impact sur la continuité de l'intrigue principale, puisque le principe c'est quoi le pire cauchemar de X personnages. Du coup, il y a des designs de monstres qui sont pas inintéressants, comme pour Batman cette chauve-souris dont il y a le gun de Joe Chill qui lui sort de la bouche, tu vois, en termes de vision horrifique. Puis voilà, t'as des designs par contre qui rappellent vachement les Dark Knights du Dark Multiverse de Metal machin. Donc ça n'a rien à voir en termes d'imaginaire. Ouais, mais c'est moins intéressant. Mais t'as quelques petits trucs qui ont l'air plutôt rigolos d'un pur point de vue visuel, mais faites-en un artbook au pire.
et faites pas 38 mini-séries à la con que vous. Enfin, moi je sais un Nightmare Month comme les ça va être. Franchement, en plus, je suis sûr que chez Urban François, il a dû voir le truc, il s'est fait. Et putain, pourquoi? Parce que c'est vraiment le truc impossible à publier parce que enfin, le truc sans contenter tout le monde parce que pour la VF, tu vas avoir ceux qui vont vouloir juste la mini-série principale parce qu'effectivement, tous les tailles là ne servent à rien, c'est sûr. Il y a même pas, enfin, on a vécu Convergence, il y avait 2-3 trucs sympas à en tirer, mais dans l'ensemble. Ouais. Mais le truc, c'est que là, ça Superman et Shazam. Ça a même pas l'ambition que Convergence avait. Et là, clairement, tu vas avoir des complétistes de la VF qui vont vouloir tout. Donc, peut-être qu'ils vont trouver, il y aura pas de bonne solution, parce que tu vas pas faire un album avec la mini-série principale et 2 autres avec les mini-séries trucs parce que non, mais ça va pas se vendre. Les séries enfin, les doublés de numéros en général, ils sont accolés à d'autres séries. Ouais, mais le truc c'est que ça fait chier parce qu'il y en a qui disent mais moi je voulais juste voir la série principale, j'ai pas envie de me taper tous les tie-in de merde. Mais le truc c'est que si tu fais des albums avec que les tie-in de merde séparément, bah tu gâches du papier parce que tu sais très bien que personne doit les prendre. De Poison Ivy par exemple, ils mettent les 2 numéros de J. Willow Wilson en bonus. Oui, mais là il y en a pas 2 numéros, il y en a 4, je sais pas, c'est 40 numéros de trucs qui servent à rien. Non mais écoute ce que je te dis. Non. Puisque J. Willow Wilson fait une mini-série. Ah, tu veux dire les mettre dans les séries principales? Ouais, remarque, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Tu vois, parce que comme certains des numéros. Un album avec les 4 numéros de cette salope de Night Terrors pour vraiment les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de tout lire. Mais ouais, pour rappel d'ailleurs le scénario, donc la Justice League rentre au Hall de Justice et trouve un de leurs anciens adversaires qui était tué par une créature qui s'appelle Insomnia, qui vit au royaume des cauchemars. Et donc Deadman va fit avec la Justice League, ils vont aller au royaume des cauchemars. Sur place, toute l'équipe se fait capturer. Se fait cauchemariser. Voilà. Insomnia lance une vague de sommeil sur la Terre afin que tout le monde se mette à cauchemarder. Et il a une armée, les Sleepless Nights, je crois que c'est genre les chevaliers sans sommeil. Ça me tue. Et donc Batman, c'est le héros, va avec Deadman et Sandman, le vrai Sandman, Wesley Dodds et pas le Sandman morphé, mener l'enquête. Et il y a une Nightmare Sphere parce qu'il y a un artefact qui contrôle les cauchemars, tu vois, sinon c'est pas drôle s'il y a pas une boule magique que tu touches pour gagner à la fin, tu vois. Et donc pendant ce temps-là, vu que tout le monde dort sur Terre, effectivement toutes les mini-séries c'est chacun qui vit ses pires cauchemars. Donc Joker en fait par exemple, son pire cauchemar c'est qu'il est, ça c'est pas con à la limite, il est employé de bureau. En fait, et donc c'est le truc le plus normal, ouais, c'est des agréments en fait, c'est non, le patron il a fait monter le prix du café à la machine à café, ou alors je peux plus ramener mes gamins parce que la garderie est fermée et tout. Donc en fait il vit une vie de salarié écrasé, etc. Ouais, enfin c'est la vie la plus normée possible pour le mec qui est un agent du chaos, donc ça paraît logique aussi. Mais après est-ce qu'il faut en faire un numéro forcément parce que c'est 2 numéros. Ouais, enfin 2 numéros. Oui, non mais voilà, mais est-ce qu'il faut en faire 5 variantes. En plus c'est là vraiment je crois la 6 variantes en tout. Bah, ils en a, oui, non, c'est 5 ou 6 en fonction. Parce que t'as des variantes noir et blanc aussi de la couverture, normale. T'as des variantes systématiques de Francesco Mattina, et de Nguyen. Ouais, et t'as aussi les variantes, tu sais, en noir et rouge, uniquement. Nguyen, ouais, c'est ça là, ouais. C'est les Midnight variantes, ils les appellent. Mais celles-là, elles sont jolies. Elles sont minimalistes, elles sont. Oui, mais je suis content pour Dustin Nguyen qui pourra emmener sa famille au ski cet hiver. Mais après, enfin, c'est quand même, tu vois, par exemple, la variante de Tula Lotte sur Harley Quinn, elle est magnifique. Moi, j'ai limite envie de l'acheter en print, tu vois. Et bah, l'achète-la en print. Mais par contre, le scénario, enfin, et c'est pareil pour Poison Ivy. Tu te dis, Poison Ivy, bah, son pire cauchemar, c'est probablement que les plantes meurent. Tu vois, c'est le changement climatique, son pire cauchemar. Son pire cauchemar, c'est qu'elle est, la femme au foyer. Ah, moi, j'allais faire une blague dans le sens qu'elle mangeait au Buffalo Grill, du coup. Oui, c'est pire cauchemar. C'est, voilà. Mais, tu vois, c'est elle est femme au foyer. Mais tu te dis, ouais, d'accord. Mais là, du coup, ça risque pas d'être très utile à l'intrigue principale. Non. Tu vois, c'est à la limite comme le Villain's Month. Tu te rappelles-toi quand Jeff Lemire avait fait. C'est complètement des trucs comme ça, quoi. Mais oui. Et quand Jeff Lemire en a profité pour faire un numéro sur le compte Vertigo, tu vois, pour se dire, ah, tiens, moi, pour le coup, je vais pas arrêter mon intrigue. Je vais juste faire les origines du vilain qui est en plein dans l'arc. Et là, bah, a priori, ça va pas être le cas. À moins que, effectivement, Ivy, du coup, ait des doutes sur sa relation avec Harley et se dise, c'est quoi notre futur? Donc elle s'endort. Après, elle se dit, ah, mais attends, en vrai, j'ai pas envie de me marier parce que le couple, voilà. Enfin, tu vois, c'est les seules idées que je pourrais sauver. Et encore, là, tu vois, on parle des bons scénaristes. Mais à côté de ça, enfin, le truc, la mini-série en 2 numéros, Angel Breaker, où ils vont aller essayer de choper Arnaud, écoute-moi, ils vont aller essayer de choper l'autre pierre magique, parce qu'il y a une autre pierre magique qui contrôle les rêves. Rappelle-toi, Arnaud, tu as vu Sandman, tu as lu Sandman. Ah, j'ai pas fini Sandman. Bah oui, mais tu te souviens de l'arc avec Destiny? Oui. Bah, Destiny, des canons dans l'univers d'essai. Oui. Mais qui contrôle les rêves, le super épisode, là, tu vois, super numéro aussi. Et ben, Angel Breaker, elle va aller choper la pierre de Destiny du Sandman pour essayer de contrôler les rêves des gens, tu vois. T'es en mode, mais vous pouvez pas vous en empêcher, en fait. Déjà, dans Metal, on avait Morphée et le Docteur Manhattan.
dans Death Metal plus tard. Le Batman Nathan. Mais arrêtez, en fait. Si vous n'arrivez pas à avoir des bonnes idées au présent à vous, c'est pas pour autant qu'il faut aller piquer les grandes idées des chefs-d'œuvre d'hier. Ça, mais oui, mais tu sais bien qu'il faut être un peu sarcastique là-dessus. Remember Chip Zdarsky, il est très bien conscient que c'est des choses qui n'appartiennent au final à personne, qu'à pas à des corporations. Donc, si on leur demande de faire ça et que ça permet effectivement de partir au ski l'hiver prochain, même s'il y aura plus de neige dans les Alpes, eh ben pourquoi pas. Mais parce que c'est pas éthique. Et parce que ça sert à rien et que c'est pas cool et que ça révèle d'un manque d'originalité et d'imagination de la part des scénaristes modernes qui ne savent pas faire autrement que piller les grands du passé. Voilà pourquoi pas, Arnaud. Mais tu es trop idéaliste. Moi, je vais être plus pragmatique. Pourtant, je lis des comics. Hein. Ouais. Alors après, il y aura Catwoman aussi. Moi, je parle que des vilains parce que j'ai fait que cette partie. Non, mais oui, mais alors il y aura les Teen Titans avec Nightwing, il y aura il y aura Robin, il y aura Zatanna. Par contre, ils ont mis Ravager aussi dans la partie gentille. Avec à côté, t'as aussi Zatanna. Tu comprends pas trop non plus un petit peu les personnages tirés au sort comme ça. Genre tiens, toi t'auras une mini-série, toi t'en auras pas. Mais enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté clairement du côté VF, c'est qu'il y a déjà énormément de gens, enfin, ou même du côté lectorat VO, en fait, mais en France, des gens qui ont déjà capté le truc et qui se disent, non, bah, en fait, c'est bien, ça va me faire des économies pendant l'été. Parce que clairement, même la mini-série principale, t'as pas l'impression, ça a l'air d'être vraiment, une pause, quoi, en fait, un truc qui a vraiment aucun rapport avec. Ça a l'air Snyderien, surtout. Tu vois, on a réussi à se débarrasser de la bête. Et là, en fait, c'est son principe de... Je sais pas. Pourtant, je suis pas au courant qu'ils aient Insomnia, Nightmare Sphere, Nightmare Dimension et tout. Mais tu te dis, mais attendez, ça fait vraiment dessin animé des 90, là. Ouais. Et je suis pas contre, mais on a eu un mec qui a dirigé le DC pendant des années, qui nous a imposé ça régulièrement. Williamson, il avait trouvé comment faire du neuf avec du vieux de manière intelligente. Et en plus, il était bien, pareil, pour manier tout l'univers. Donc pourquoi d'un coup, ce truc-là qui sort du néant, il y a rien qui le justifie? Personne ne voulait ça, j'ai l'impression. Bah peut-être que le public ricain veut du gros blockbuster estival sans conséquence pour se. Franchement, à mon sens, je vois très bien la réunion éditoriale où les mecs du pognon ont dû dire aux mecs de l'éditorial, il faut quand même qu'on vende du papier là. Et ils ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire qui permettrait de cracher de la variante et du numéro 1. Convergence, ça, ouais, bon allez. Et hop, vous avez tac, 20 numéros 1 un mois avec 5 variantes, donc du coup ça fait 100 variantes, enfin 100 couvertures le même mois. Et mécaniquement, tu vas remonter la courbe parce que là ils font Dawn of DC, ils ont besoin peut-être d'assurer leurs arrières au niveau pognon. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Mais j'imagine que c'est peut-être juste pour laisser un break aux équipes créatives qui font les nouvelles séries qui arrivent en septembre et tout ça. Hein. Mais c'est les mêmes scénaristes là. Mais oui, mais ils ont préparé, mais ça prend. Mais c'est pas les mêmes artistes. C'est pas les mêmes artistes. C'est pas la même quantité de travail, c'est sûr. Mais c'est ça que je comprends pas en fait. Ils vont arrêter du coup les séries en. Bah oui, il y a une pause. Oui, là. Enfin, de toutes les séries. Bah de ce que je comprends, vu le planning de publication, je vois pas pourquoi ils publieraient autre chose. Bah mais les séries de Dawn of DC, elles sont égrenées. Celles qui ont commencé en juin-juillet, elles vont continuer pendant l'été quand même. Bah je sais pas. Parce que si c'est on n'a pas encore eu les sollicitations un peu cachées de non c'est pas des annulations, mais c'est comme c'est une pause, c'est comme tu sais, c'est comme dans le Villain Mode, c'est vraiment comme Convergence quoi. Oui, ou comme le Villain Mode, c'est tout ça, le mois Future Zen, les séries avaient toute une pause avant de repartir, donc vu le volume, s'ils publient déjà tout ça, je me dis pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de publier les séries régulières? Non, autant qu'ils proposent qu'ils fassent une pause à tout le monde et que ça permette de sortir tous les numéros après. Mais après moi je m'étais dit c'est peut-être aussi pour purger justement la ligne éditoriale de tout ce qui était avant de 9 DC et qui pourront du coup annuler secrètement. Oui, peut-être aussi, mais disons qu'à l'heure où on enregistre le podcast, on n'a pas eu les sollicitations complètes encore de Juliette, donc on ne peut pas dire si c'est un cas ou l'autre. À suivre, on verra bien, de toute façon, on sera là. On peut dire que ça a pas l'air ouf. Non, ça a pas l'air ouf du tout, par contre, clairement, ça ne me donne pas envie. Bref, allez, on en a terminé pour la partie comics, on va passer du côté des écrans, et ce sera une toute petite partie écran, toute petite, puisqu'il y aura que 2 actualités de séries télé, et pas des moindres, de toute façon, enfin, des trucs relativement pas importants non plus. Donc, on aura fait quand même un podcast d'une heure et demie et quelques, mais avec 1h25 de comics, qui est plutôt cool. En même temps, on est là pour ça avec First Print. Donc, du côté des news un peu what the fuck, une adaptation animée des comics Lady Danger, Agent of Booty avec Nicki Minaj qui doit jouer dedans et qui sera produite par 50 Cent. Et alors 50 Cent a déjà produit beaucoup de choses en fait. Oui, la série Empire notamment. Notamment, ouais. Et Power, je crois. Et Power, ouais, c'est ça. Mais voilà. C'est juste le camoulox de la phrase. Ouais. Agent of Booty, 50 Cent. C'est des comics, j'ai même pas réussi à voir en fait, parce que c'est sorti chez Dark Horse à la base, mais j'ai même pas réussi sur Comixology ou enfin sur Amazon Kindle à retrouver vraiment en fait des numéros pour essayer de
capter ce que c'était. Et après, c'est un titre qui est clairement sur sa couverture avec du Grindhouse qui est affiché dessus. C'est par Alex De Campi, tu sais, qui aime bien faire ce qui a fait Dracula Motherfucker, donc qui aime bien les trucs un peu dévergondés, un peu gratos. Et clairement, Lady Danger Agent of Booty, mais ça s'écrit pas comme Booty. Non, bah c'est un acronyme qui veut dire Bureau of Organized Terrorism Intervention. Donc c'est voilà une meuf qui devient l'agent du Booty, mais c'est une fille avec un popotin aussi, quoi. Donc il y a le jeu de mots qui est forcément évident. Donc je sais pas, ça a l'air con, mais ça a l'air marrant. Mais c'est sorti, enfin. Bah oui. En plus que c'est quand même Afua Richardson au dessin, c'est pas n'importe qui, enfin c'est plutôt une belle équipe créative. Moi j'avoue, j'aime bien De Campi, je n'avais pas du tout au courant que ce truc-là existait. Donc ok. Mais non, mais c'est dans Grindhouse en fait. C'est dans la série Grindhouse, c'est pour ça. C'est pas le label. C'est Grindhouse 5 sur lequel qui est la série co-créée par Alex De Campi justement, qui est une anthologie de propositions Grindhouse. Et tu vas voir que si jamais moi je cherche, parce que je sais mieux chercher que toi. Ah d'accord, donc en fait c'était un arc. Oui, effectivement, ce que je vois, le double feature sur la couverture, d'accord, ok. Bah ouais, ben voilà. Je crois que c'était, d'accord, j'avais mal. Tu me demandes le prochain coup, petit. Oui, effectivement. Mais du coup, c'est retrouvé, mais du coup, c'est cool ou pas? Bah ouais, c'est cool. On aime bien Nicki Minaj. Je ferai sûrement une BO pour accompagner ceci. Moi, j'avoue, effectivement, la carrière de producteur 50 Cent, elle est pas spécialement honteuse en plus. Donc, tu vois. Hop. Donc, effectivement, alors, je trouve pas que physiquement, il y a une grande ressemblance entre les deux personnages. Après, c'est de l'animation, donc. Voilà. Ah, ok, c'est de l'animation. Oui, c'est de l'animation. Ça, tu vois, tu m'écoutes pas non plus. Non, bah non, je t'écoute jamais même. Bah. Mais je t'occupais à faire des recherches pour combler ton manque de professionnalisme. Ouais, pardon. Donc, ouais, non, cool, carrément. On est chaud. On va lire maintenant pour vous dire si c'est bien. Ouais. Et l'autre nouvelle dans la partie série télé qui sera vraiment réduite à peau de chagrin cette semaine, enfin dans cette émission, c'est. Continue à parler de Nicki Minaj si tu veux. Oui, bah. My Anaconda. C'est ça, super sample de Sir Mix-a-Lot. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Sweet Tooth, trailer, saison 2. Arrête de m'emmerder avec ça. Tu vas me dire. C'est vraiment le podcast. Moi, je suis venu en touriste. Hein. Qu'est-ce que tu veux que j'en parle de ce qu'on a déjà dit? C'est bien produit, mais ça ressemble pas aux comics. J'ai aucune envie de regarder ça. Mais il y a quand même là le jet, ça a l'air un peu plus sérieux. Oui, ça a l'air un petit peu plus sombre. Ouais, un petit peu plus sombre. En tout cas, ça reprend reprend le personnage quand même du général Abbott qui est quand même un purée d'enfoiré. Il ne compte pas trop changer le scénario. C'était une mécanique que le fait d'arriver à cette partie-là allait être un peu plus sombre, mais quand bien même, tu vois, ça reste une série Netflix, ça reste produit par des gens qui visiblement n'ont pas envie d'appliquer la patine esthétique qui représente l'univers de Jeff Lemire en comics. Mais mais au-delà de l'esthétique de Jeff Lemire, c'est même la tonalité en fait. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas que ce soit pas l'esthétisme, parce que c'est impossible. La tonalité, elle passe aussi par le visuel dans Sweet Tooth, tu vois. Oui, mais ce qui m'importe moi, c'est juste que ce soit âpre, tu vois. Si c'est avec des acteurs en chair en os et que ça reprend pas. Comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est une question de violence, une question même de photographie, d'avoir quelque chose qui soit pas justement que t'as l'impression d'être dans un monde post-apo et pas au pays des merveilles de Peter Pan. Ouais, c'est ça. Parce que moi, c'est ça qui m'agace. Mais je suis sûr que si tu changes le réglage de ta télé et tu baisses les couleurs et la luminosité, t'as un résultat. Tu peux avoir un filtre, t'as un filtre Sweet Tooth à appliquer. Non, mais voilà, en fait, tu vois, c'est encore une fois, moi, j'ai plus aucune confiance en Netflix, ni pour ce projet, ni pour les autres d'ailleurs. Attends, et je pense bientôt qu'on sera rejoint par les fans de One Piece parce que. Ouais, non, mais ça c'est pareil. Si on peut faire une petite aparté là-dessus, parce que ça reste de la BD hein, au départ. Cowboy Bebop et One Piece, des univers qui ne sont pas du tout faits pour le live action. Death Note, c'était pas une mauvaise idée de le faire en live action. Il aurait peut-être fallu prendre des acteurs asiatiques, hein, ça aurait été plus intéressant vu que ça passe quand même majoritairement au Japon. Mais One Piece, enfin le trait de Ichiro Oda n'est pas fait pour être fait en image réelle, comme pas plus que Dragon Ball d'ailleurs. Rendez la coupe de cheveux de Goku en image réelle, vous allez rigoler. Même vous, essayez de le faire chez vous. Donc c'est débile. Et effectivement, Netflix a un problème avec la génération de contenu et de IP. Comme ils disent, c'est que c'est systématiquement raté parce qu'il y a personne à l'intérieur qui se dit mais attends, et si en fait on essayait juste d'écouter 30 secondes l'avis des créateurs de ces bandes dessinées et des fans Bah oui, mais après les fans c'est à double tranchant, tu vois. Et par exemple, The Old Guard, jamais de la vie, si on avait filé le budget et une caméra à Greg Rucka, il aurait fait le film affreux qui en est sorti. Je suis désolé de devoir le rappeler encore une fois, c'est mieux que ça en bande dessinée, The Old Guard.
Encore, c'est pas la meilleure BD de Greg Rucka. Pareil pour The Last Days of American Crime d'Olivier Mégaton, tu vois. Toi, ce que tu vois dans Sweet Tooth, moi je le vois à cet endroit-là. C'est que si tu lis The Last Days of American Crime, t'as l'impression de lire un punk qui s'inquiète de la dérive sécuritaire des États-Unis dans un monde où les algorithmes permettent qu'il n'y ait plus jamais de crime du tout. Et à l'idée que les criminels sont aussi quelque part des gens épris de liberté. Tu vois le film, et c'était un truc de beauf, de blaireau absolu. T'as un direct ou DVD qui est juste, qui se dit, ouais, tuer c'était bien, et braquer les banques, et t'es en mode, non mais les gars, ah là là, putain, c'est Rick Remender quand même. Donc tu vois, c'est pour ça que moi j'ai pas voulu regarder Sweet Tooth. C'est pas que je suis particulièrement hostile à Netflix en quantité, ils font des trucs que j'aime bien. Mais Netflix, département comics, département manga, département animation, autrefois c'était bien par contre, c'est ça qui est un peu con. Je pense que les mecs ne savent pas du tout, en fait, qu'est-ce qui est bien dans un comics. C'est, en fait, ils lisent le résumé en 4e de couverture, ils se font une idée vague de ce à quoi ça pourrait ressembler en allant piquer à droite et à gauche. Regarde Slumberland. Enfin merde, c'est Little Nemo quand même. C'est un chef-d'œuvre, c'est une pierre angulaire de la bande dessinée mondiale. C'est des artistes de manga qui se sont inspirés de Little Nemo. Et ils en font un film, encore une fois, Pays des merveilles, avec Jason Momoa qui joue un monstre gentil, qui guide une nana à travers le pays des rêves à la recherche de son daron disparu. Enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, donc du coup, non, ça, je ne regarderai pas, donc Sweet Tooth saison 2. Je vais vous conseiller encore une fois de lire Sweet Tooth, le comics, qui est l'un des grands chefs-d'œuvre de l'émir. Il y en a quand même quelques-uns à remarquer, mais celui-là est en plus sur le temps très long. C'est une vraie épopée, c'est une vraie aventure, c'est une vraie saga. C'est Walking Dead au pays des mecs qui mangent du caribou. Donc voilà, il faut lire Sweet Tooth. Il faut pas regarder Sweet Tooth. La vie est trop courte. Il y a des bonnes séries. On n'a pas le temps de regarder les bonnes séries déjà. Regarde Barry. Tiens, regarde Succession. Regarde les séries HBO qui sont des vraies bonnes séries et qui ne piétinent l'œuvre de personne puisque c'est les séries originales en plus. Donc voilà. Et peut-être qu'il faudrait qu'on arrête aussi d'espérer qu'un jour il y ait une adaptation d'un comics qu'on aime bien parce que oh là là, du coup je vais pouvoir en parler avec mes potes qui lisent pas de BD. Non, offre des BD à tes potes ou alors trouve d'autres potes qui pourraient en parler avec eux, tu vois. Il y a des forums, il y a des communautés, tu vois, enfin il y a Twitter. Parce que c'est bon, les adaptations en fait c'est traître et ça sert à rien à part à mettre du pognon dans les poches des auteurs. Il y en a quand même certaines qui sont bien. Oui, il y en a toujours une certaine qui sont bien, tu vois, mais elles sont plus, il y en a moins que celles qui sont pas bien. C'est vrai aussi. Tu vois. C'est vrai aussi. En Allez, tout Arnaud, cas, parle-nous de suite. non, bah, on verra avec Splinter si on a le temps de s'y consacrer, mais honnêtement, il y a quand même un personnage à tête d'éléphant, un gamin hybride éléphant qui a l'air encore plus horrible que Bobby, le gamin castor. Donc je t'avoue qu'il y a une forme de curiosité morbide en fait qui s'empare de moi dès que je vois cette image dans le trailer en me disant est-ce qu'ils arriveront à faire plus dérangeant que ce truc Ouais, ma curiosité morbide, c'est pourquoi tu t'imposes ça. Tu sais que personne, enfin si les gens demandent des podcasts rigolos avec Kérim qui fait des vannes, mais voilà. Mais on peut le faire avec des trucs qui sont bien aussi, parce qu'il est toujours rigolo lui, tu vois. Ouais, mais avec les trucs bien, tu peux pas te moquer quoi. Bah si, on a bien rigolé podcast Harley Quinn. Ouais, mais c'est parce que c'est une série humoristique. Genre tu fais un truc sur un truc, genre je sais pas. Arrête, tu personne n'est dupes, pardon. T'as juste envie d'inviter ton pote et de te marrer en écoutant ses vannes de merde, c'est tout. J'avoue. Corentin, on en a terminé pour ce podcast. C'est One Man Show en podcast, lui. C'est ça. Ouais. Allez, Corentin, donc on en a fini pour ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir et à partager sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'émission. On se retrouve de toute façon très bientôt pour les prochains podcasts et on va laisser ces gens faire des coups de marteau dans l'immeuble là. Ça fait 3-4 ans là quand même. On sait pas si vous les entendez, mais en ce moment ça fait des travaux près du studio. Donc on espère que ça vous a pas trop dérangé. Merci, on vous fait des bisous. À bientôt. Salut.